Ils sont partis dans les couloirs du temps. Et bonjour les amis, bienvenue dans notre nouvelle émission Les couloirs du catch, encore une fois, hein. Toujours avec toi Messaya, la forme. Ouais, la forme, salut Thomas. Alors aujourd'hui, ça va super, surtout qu'aujourd'hui c'est le gros programme. Là, c'est ta grosse émission. Ah, c'est l'émission que j'attends depuis qu'on a commencé le premier épisode, que je voulais pas faire tout de suite parce que je voulais qu'on se perfectionne un peu. Oui, qu'on reprenne notre rythme de croisière. Aujourd'hui c'est Goldberg. Yes. Enfin. Bill Goldberg. Et surtout avec l'emphase sur son run de 2003. Oui, parce qu'on veut rester dans, comme on dit, notre leitmotiv du règne de la terreur de Triple H. Où là, Triple H, il a fait du sale quand même un petit peu. Oui. Alors, Goldberg, moi, alors je vais me faire traiter de noob, de ce qu'on veut, moi c'est un de mes catcheurs préférés. J'ai pas connu son époque à la WCW, moi j'ai connu quand il est arrivé à Raw. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit waouh, c'est quoi ce mec-là? J'avais jamais vu avant en fait. Donc moi c'était vraiment, j'avais pas son image d'avant. Donc je connaissais pas. Donc moi j'ai des souvenirs quand je regardais Catch en étant petit, justement avant de voir 2003. Voilà. Donc tout ça, j'avais des souvenirs de lui. Je me souviens de l'avoir vu à la WCW. Donc moi je pense que j'ai le même rapport avec lui que certains ont avec la DX. Donc c'est-à-dire que moi la DX 2006 j'aime bien parce que j'ai pas connu celle d'avant. Et Goldberg j'aime bien parce que forcément j'avais pas connu avant. Et quand tu vois arriver le monstre que c'est, moi j'ai adoré. On y reviendra, mais ça c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est cette aura et ce charisme. Ah c'est assez impressionnant, ouais. Alors, je te propose déjà, avant de commencer, n'oubliez pas à continuer à les j'aime, les commentaires. Et mettre la cloche. Voilà. Et on est parti, on va essayer de faire une très bonne émission. Et surtout de se faire plaisir parce que c'est le plus important. C'est ça. Mais ça y est, avant de se lancer dans la run de 2003, qui est Goldberg? Alors, notre ami Bill Goldberg, donc j'ai pas retenu la date de sa naissance. Il est né en 67. 67. Il a 57 ans. 57 ans aujourd'hui, donc c'est le 27 décembre 57, excuse-moi. C'est pour, on va faire un peu sa vie privée, donc c'est un juif pratiquant. Oui. Donc qui a fait même école religieuse. D'ailleurs là, voilà, j'allais dire que la religion elle a toujours fait partie de sa vie. Très. À quel point il y a même une anecdote à la WCW, il a refusé un show au Koweït par rapport à ses croyances. D'accord. Donc il ne voulait pas les catcher dans le monde arabe. C'est ses croyances, on peut pas juger. Oui, c'est chacun, comme un peu CM Punk qui va pas en Arabie Saoudite. Oui, voilà, chacun est libre. Et Sami Zayn, pendant des années, il était blacklisté. Oui, parce qu'il était syrien. Oui, parce que c'est d'origine syrienne. D'origine, blacklisté en Arabie Saoudite jusqu'à ce que la géopolitique fasse qu'il puisse y aller. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des domaines compliqués pour nous. Qui nous regardent pas. Exactement. Donc, donc, il a pas fait du catch tout de suite, notre ami Goldberg. Non, c'est même pas un fan de catch de base. Pas du tout. Pas du tout. C'était un fan de foot américain. C'est ça. Et qu'il en a fait sa carrière. Il en a commencé sa carrière. Beau bébé. Énorme bébé, déjà, voilà. à l'époque. Donc, la carrière de foot américain, nous, le foot américain, comme on avait dit, c'est pas notre plus gros domaine de connaissance. Tu t'y connais déjà bien plus que moi. Et moi, c'est vraiment zéro. Et c'est très léger. Mais il y a quand même une chose qui est rigolo, c'est que Goldberg, foot américain, donc ça n'a jamais été un grand joueur, hein, ça a été un joueur parce qu'il faut savoir que dans le foot américain, tu as des joueurs qui ne toucheront jamais le ballon de leur carrière, qui sont là uniquement pour défendre, et je crois que c'était le cas de Goldberg qui était l'un des gros défenseurs, gros défenseurs qui se mettent dans les deux lignes pour protéger le quarterback. Il me semble que c'est ça, je ne peux pas certifier. Et il a une grosse blessure à l'abdomen. C'est ça, il se déchire l'abdomen et le bassin. Voilà. Alors qu'il était promu, il avait catché pour jouer pour les Atlanta Falcons parce que il est né à Tulsa dans l'Oklahoma. Ouais, donc forcément il est très accroché à la Géorgie. Oui. Donc je crois qu'il avait son gros contrat qui était là-bas. Il a aussi fait des matchs pour les Bulldogs de je sais plus quelle équipe. Je crois qu'il a fait un petit peu de football américain mais au Canada, la Canadian Football League. Oui, derrière c'est ça. La fin de sa carrière c'était au Canada. Voilà, et après ici il a cette très grosse blessure à l'abdomen. Il faut se dire aussi qu'il a déjà fait une toute petite apparition au cinéma à l'époque-là, en 93 dans le film Demolition Man où il joue un des hommes de main du méchant. Ah, maintenant que tu me le dis, ouais. Mais c'est minuscule, hein. C'est vraiment un caméo. Un caméo. Mais voilà, il avait déjà le petit pied dans son cinéma et on y reviendra. Très rigolo à voir. Nous, les gens qui ne le connaissent que dans le catch, c'est de le voir avec des cheveux. Ouais, ça fait bizarre. Vraiment que c'est une tête. Je trouve que ça lui va pas du tout parce qu'il y avait déjà une de ses particularités physiques de Golgoth. Il n'y avait pas de cou. Ouais, c'est ce que t'allais dire. C'est ça, il a pas de cou, quoi. Pour vous dire, son cou, c'est la largeur de ma cuisse. Il est immense déjà, mais déjà les footballeurs américains en général, ils sont monstrueux. Et lui, c'est vrai qu'il est impressionnant. Lui, il est vraiment
un des visages du physique d'un footballeur américain. Mais c'est vrai que les cheveux, j'ai l'impression que ça lui enlève du charisme. Ah, complètement. Ça le rend moins dangereux, si tu veux. Ça le rend sympathique, en fait. Ouais, presque, ouais. Ça, pour vous dire, je vais faire un gros cliché, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il serait dans l'équipe du film La Vérité si je mens. Avec la chemise, les cheveux Avec et la tout. chemise, les cheveux, la chaîne en or. En garde du corps. En garde du corps. Parce que- Il aurait fait un parfait caméo dans ce film. Ouais. Mais Goldberg, donc, il se blesse. Très grave blessure à l'abdomen, qui fait que sa carrière de footballeur américain elle est terminée, parce qu'il faut savoir que les carrières des footballeurs américains sont très courtes, sauf pour vraiment les grosses T'as stars. vu tous les chocs qu'ils prennent. Voilà, c'est pour ça que déjà la saison est très courte. Mais là, sur ces positions-là, il a été remplacé. Et ensuite, les équipes ne voulaient plus parier sur un joueur blessé. C'est ça. De ce que je sais, c'est qu'il a quand même tenté de se garder en forme en pensant qu'il allait y revenir, mais c'était pas possible. Du coup, il s'est beaucoup entraîné à l'haltérophilie Alors, et aux arts martiaux mixtes. et pour un tout dernier petit point par rapport au foot américain, faut se dire que Brock Lesnar, qui aurait voulu jouer le même poste que Goldberg jouait, a été refusé à pleine possession de ses moyens. Brock Lesnar. C'est Donc vrai. imaginez blessé. C'est vrai. Bon après, je dis c'est des sports que je connais pas trop bien. Il aurait voulu faire du foot, du soccer pour nous. J'aurais compris, j'aurais pu vous aider. Là, je peux pas. Ouais. Là, c'est compliqué. C'est ça. Mais voilà. Donc du coup, il fait de l'haltérophilie, des arts martiaux. Mixtes, et je te laisse reprendre. Et pour le coup, des arts martiaux mixtes, on le verra dans sa manière de catcher quand il fera autre chose que des squash. Je vais y revenir. Il avait un style assez hybride. On avait l'impression qu'il faisait déjà du MMA, quoi. Un petit peu, dans sa gimmick. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de ce qu'il était à la WCW. Alors, c'est très compliqué de rentrer dans les détails de... En fait, les dates sont compliquées parce que son run, c'est un run qui est totalement, comment dire, Une toile filante, court. c'est une étoile filante, c'est ça, mais qui a continué après, mais c'est du dégringolage, mais ce n'est pas de sa faute. Oui, parce que la WCW, c'est tout et n'importe quoi. C'est tout et n'importe quoi. Mais c'est quand même le mec qui est monté, comme tu dis, étoile filante d'un coup au main event à devenir champion. Mais en fait, son run pour devenir champion, c'est pas un run classique de mec qu'on veut pusher. Mais de toute façon, ils avaient pas prévu d'en faire un champion après 6 ou 7 mois, ce mec-là. Non, pas du tout. C'est les fans, la façon dont il a été booké Oui. par Kevin Sullivan. Exactement. Bah ça, je vais y revenir. J'espère que tu vas en parler parce Ouais, que c'est ouais. très intéressant. C'est très 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 intéressant. Donc en fait, dans ses entraînements de muscu pour l'haltérophile et tout ça, il se fait repérer dans un gym. C'est ce qui, j'aime bien parce que c'est un petit cliché du catch. Et puis ça, ils le disent souvent, ça. Ils le Ouais. disent souvent, c'est truc qui n'y arriverait plus aujourd'hui. Maintenant, vous allez dans une salle de sport, vous n'allez pas croiser Roman Reigns. Faut pas déconner, quoi. Mais à l'époque, il y avait certaines salles de gym. Je sais que par exemple la Gold Gym, qui est très connue. Je suis désolé, je mets une petite phrase comme ça parce que j'y pense. Un de mes catcheurs préférés, mon catcheur préféré de tous les temps, qui est un catcheur japonais qui s'appelle Hiroshi Tanahashi, qui est, pour vous dire un peu, le John Cena du Japon. Vraiment qui est actuellement le président de la New Japan. D'accord. Assez récemment. Il fait beaucoup de promos sur son Instagram sur justement sur le Gold Gym, donc cette salle de muscu. Donc vraiment, vous pouvez le croiser au Japon dans une salle comme ça. Et c'était le cas vraiment aux États-Unis dans les années 80-90. Exactement, on voyait les Golgoth du catch s'entraîner là, quoi. Il y a beaucoup de catcheurs qui ont été repérés comme ça, et justement, comme quoi ça fait un peu la passerelle, il s'est fait repérer dans cette salle de muscu par Lex Luger et Sting. Mais, Il y en a pas un des deux qui se fait retrouver, qui se fait découvrir comme ça? et ben c'est là où je voulais en venir, c'est que Sting à l'époque avec son ancien meilleur ami qui était l'Ultimate Warrior, donc Joe Ewing, Ouais. ils se sont fait repérer pareil dans un gym. Parce que les mecs avaient tellement des physiques de bœuf. Alors, il faut se dire que à côté d'eux, Goldberg et une brindille à l'époque là. À l'époque, c'est gonflé à l'hélium. C'est des monstres, hein, Sting c'est et des monstres, l'Ultimate c'est- Warrior. C'est sponsorisé par Michelin. Ah ouais, c'est ils sont Parce monstrueux. que Goldberg, encore une fois, c'est l'un des physiques, on y reviendra plus tard, mais les plus impressionnants du catch. C'est vraiment un des mecs les plus musclés, les plus Golgoth que, désolé, j'utilise beaucoup ce terme Golgoth, je suis fan de Goldorak. Voilà. Le Ever, alors que le mec est reconnu qu'il ne prenait pas de produits. Il fait partie des mecs, de ce que j'ai lu, peut-être qu'il en a pris un petit peu, comme un peu tous les catcheurs, mais lui, il n'était pas addict à stéroïdes, par exemple. Bah, il suffit de voir que aujourd'hui à 57 ans, le physique qu'il a, Il l'a toujours. ça prouve que c'est pas des produits. C'est ça, ça prouve que le mec l'a gardé. Donc, Sinon tu les perds. et comme son passé de footballeur américain, de gros sportif, fait que ça se voit, quoi. Oui. Et donc, ils le repèrent dans un gym, et ils se disent, oula, lui, Ah, il y a quelque chose. Hein. ouais, il y a quelque chose. Même au niveau de son faciès, on y reviendra encore une fois plus tard. Et il l'envoie au centre de développement de la WCW qui s'appelait le Power Plant.
Donc c'est quoi? C'est l'équivalent du WWE Center là du Performance Center. Du Performance Center de la WWE, c'est un peu le même principe. Je sais que, par exemple, on en a parlé dans cette vidéo, le Giant, le Big Show. Oui. C'est là-bas qu'ils l'envoient. Ouais, ok, d'accord, ouais. Et ils avaient des très bons entraîneurs à l'époque, d'anciens catcheurs reconnus. J'ai plus les noms comme ça, je suis navré, mais vous pouvez les regarder. Je me souviens juste que c'est Parker, le sergent Parker, qui était un catcheur, qui était un très bon entraîneur, qui l'a entraîné beaucoup. Et Bischoff se dit, oui, c'est vrai qu'il a un physique de ouf, ce mec-là, on va le faire apparaître. Et je reviens sur mon anecdote de Kevin Sullivan. C'est Kevin Sullivan qui crée la gimmick de Goldberg. Alors il a un dark match télévisé qui gagne, je sais plus trop comment. Et après, là, on le lance un peu plus tard à Nitro. Et c'est vraiment le booker de l'époque, Kevin Sullivan, qu'on connaît, qui a été réhabilité assez récemment par le plus grand youtubeur de France, de catch. C'est qui était un génie créatif malgré des erreurs de Dungeon of Doom. Mais Kevin Sullivan était un booker assez intelligent. Quand il avait les mains libres, qu'il n'était pas pris par le fait d'être dans une grosse structure, c'est assez impressionnant ce qu'il était capable de faire comme booking. Exactement. Et il a vu tout de suite le potentiel de Goldberg au niveau du physique, au niveau de ce qu'il pouvait dégager au niveau de la foule. Parce que on revient sur ce qu'on a dit au début, niveau charisme. Je rappelle que le mec, on va déjà faire ce parallèle avec Steve Austin. C'est quand même deux chauves avec un bouc. En slip. Il n'y a pas de folklore. Il n'y a pas d'artifice et les mecs sont charismatiques à Buran, quoi. Et je dirais même encore plus, Stone Cold Steve Austin, il n'y a qu'un bris de glace. Alors que Goldberg, il y avait quand même un peu de feu d'artifice dans son entrée. Oui, quand vraiment Stone Cold Steve Austin, tu vois que c'est même encore un poil au-dessus en termes de ce qu'il dégage. Et donc du coup, il fait son premier match face à Hugh Morrus, qui est que de son vrai nom Bill DeMott. Donc je pense que beaucoup ont déjà vu son nom dans des polémiques. Mais il a été entraîneur. Il a été entraîneur très longtemps à Performance Center et à NXT. Oui. Et c'est de là viennent ces polémiques parce que c'est, de ce que j'ai compris, c'est un sacré connard, pour pas dire autre chose. J'ai envie de dire beaucoup d'insultes. Voilà. Donc et c'est quelqu'un qui est passé à travers toutes les fédérations, mais qui a jamais rien fait de marquant. Oui, de toute façon. On en parlait d'Arco Rolli sur une ancienne vidéo. Lui, c'est pire. C'est pire. Le seul truc qu'on se souvient de lui, c'est qu'il s'est appelé le sergent Erection à la WCW sur l'époque Rousseau. Et qu'il a fait le premier match de Goldberg. C'est son seul truc de marquant. Donc Goldberg, sur son premier match, quand il est diffusé, parce qu'on peut le trouver assez facilement. Il commence en tant que heel, je crois. Il est heel. Il n'y a pas d'entrée. Les deux catcheurs sont déjà sur le ring. Alors il y a une entrée, mais pour les... C'est Hugh Morrus qui a une entrée, pas lui. Voilà, lui, c'est vraiment le gros. Et quand il veut se faire interviewer par Minjin, il part sans rien dire. C'est ce que tu me disais tout à l'heure en off. C'est Kevin Sullivan qui voulait ça. Dans la gimmick, il a dit, je veux que Goldberg soit un animal. Je veux que ce soit un buffle, une brute. On va parler de son entrée juste après. Le dragon, tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, il refusait qu'il fasse des promos. Et je trouve que c'est un coup de génie, quoi. C'est un coup de génie parce que on va tout de suite le dire, sur la majorité de ces matchs qui va l'emmener au main event, ce n'est que des squash. Ça dure 10 secondes. Oui. C'est spear, jackhammer, des fois 1 ou 2 power slam, 1 ou 2 coups de pied, et terminé bonsoir, quoi. Et on se met la prestance, et puis les gens adoraient ça. Les gens adoraient ça, c'est ce que les gens voulaient. En fait, à l'époque, ils voulaient un casseur de tête comme ça. Mais il y a besoin d'un mec qui pète des tronches comme ça. Moi, j'aime bien. Casseur de tête. Et puis, tout le monde aime parce que ça rentre dans la compétition. Voilà, c'est fascinant. Je sais que d'autres ont déjà fait ce parallèle, donc je vais le dire tout de suite. Brock Lesnar en 2014, après avoir dégommé John Cena, les gens, ils tournent face organiquement parce que les gens voulaient voir cette machine démolir les autres. Moi, c'est simple. Quand Brock Lesnar revient face à Cena, je suis content. Mais voilà. Mais le match au Royal Rumble où il y a Seth Rollins et Cena. Oui, le triple threat, c'est un des meilleurs matchs. Là, ça y est. Moi, je suis à fond derrière Brock Lesnar. Oui. Mais déjà avant. Non, mais le 16 German suplex. Tout ce qui casse les gueules, les coups, mais comme on dit, les bons papas. Je vais faire un petit clin d'œil à un de mes catcheurs, pas à l'époque parce que je l'ai pas connu. C'est maintenant en voyant des vidéos. C'est un catcheur qui est très mauvais dans le ring. Mais c'était un papa qui allait casser des têtes, c'est Sid. Oui. C'est que Sid. Parce que charisme à Burn, pas besoin de parler, surtout Sid, dès qu'on lui donnait le micro, il faisait nimp. C'est quand même le mec en plat direct qui dit on peut recouper, je me suis trompé. Je lui mets un tacle, mais en fait, l'apparence, le mec a de l'attitude. Ah oui, physiquement. C'est un papa qui vient dégommer. On kiffe tout ça. C'est vraiment la personne qui dit qu'il n'aime pas ça, c'est pas vrai, quoi. Il se ment à lui-même, quoi.
Ça fait toujours, ça fait toujours rêver un casseur de tête C'est dans le fascinant. catch. Et Goldberg, c'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs casseurs de tête que le monde de catch a connu. Pour moi, c'est le meilleur. Personne n'a été booké comme lui. On y reviendra sur le gros de la vidéo en 2003, mais à la WWE tout court limite. Mais à la WCW, jusqu'à ce qu'il prenne le titre, c'est parfait. Ouais. Le mec vient progressivement, il affronte que des nobody, mais ça dure 10 secondes. Mais les gens, moi je me souviens même plus tard, ils ont tenté de refaire ce style de match. Moi je me souviens quand j'étais petit, je devenais fou. Ouais. Parce que je me souviens qu'une fois, dans une limite pourrie, ou du Russo style, il venait avec un casque de lutte, Goldberg, parce qu'il était blessé ou un truc comme ça. Mais même avec ça, je le trouvais fascinant. Mais là, on est Parce après. que on parlait de son entrée. Son entrée, je pense que vous l'avez déjà vu, Les déjà la polis- musique Alors, la musique de la WCW. Parce que la musique WWE est vraiment à chier. Alors, elle est à chier, encore une fois, quand tu connaissais pas celle de la WCW. Moi, Mais la comparaison des deux, je crois. là, quand tu compares les deux, la WCW, elle débranle celle de la WWE. Mais il vient au milieu des pyros. C'est un truc qui avait jamais été fait. Ça, par contre, ça a vraiment jamais été fait. Vraiment au milieu complet des pyros qui lui part dessus. Les mouvements de caméra où on le voit en train de méditer. Écoute, je pense que j'ai la meilleure expression possible. C'est un distributeur naturel de fond d'écran. Bien vu, ouais, c'est bien dit ça. Avec les pyros, la ceinture, Ouais. les lumières autour. Vous tapez Goldberg WCW champion, les photos que vous avez de ses entrées, elles sont exceptionnelles. Exceptionnel. Et ensuite, dès que les pyros s'arrêtent, il crache la fumée La par fumée. le nez, par la bouche comme un dragon. Il tape dans le vent. Ça, c'est des trucs que j'aurais enlevé. Ouais. Perso, les tapes dans le vent, j'aimais pas. Non, Mais- moi j'aime bien parce que le mec shadowboxing un petit peu. Ouais, Moi, j'aime bien les sports de combat, ouais. le mec se chauffe un peu. Ouais. Et on a oublié le début de l'entrée, excusez-moi. La musique commence, voilà, les agents de sécu toquent à sa porte. Il arrive, il est escorté par les agents de sécurité. Alors, il est souvent plus balèze que Il est les plus agents de balèze que sécu. les agents de sécurité, mais c'est vraiment le mec, on sait qu'il est dangereux, quoi. Le mec, on vient le chercher dans sa loge, on le laisse pas aller tout seul au ring parce qu'on sait pas ce qu'il va faire. Mais je me demande si indirectement, alors là c'est un complètement aparté que je demande, hein, c'est même pas, je me demande si le fait qu'il y ait la police, enfin les agents de sécu autour, excusez-moi j'ai du mal, c'est pas un petit peu comme un petit clin d'œil à Hannibal Lecter, tu vois? Un petit peu, oui, c'est ça. On sort le monstre de sa cage, alors là on sort Pour moi, c'est exactement le monstre ça. du vestiaire, il est entouré par la police, mais en fait c'est pas la police qui est là pour protéger Goldberg, la police est là pour protéger les autres. Exactement, et en fait, ce n'est pas un billet de ta part, parce que Kevin Sullivan le dit dans les... D'accord, bah alors je le dis sans savoir. Voilà, tu vois, moi je te le confirme, moi je l'ai lu sur des interviews de Kevin Sullivan, on lui demandait justement sur la limite de Goldberg. Et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment on vient chercher le monstre, et comme tu dis, les agents de sécu sont pas là pour le protéger lui, mais pour protéger les autres de lui. Alors quand il fait tous ses squash, j'avance un petit peu, tu me permets. Tu peux y aller. Il y a Je m'arrêterai sur 2-3 Ouais, squash ouais. intéressants. Moi j'aime bien face au Big Show où il le soulève. Bon, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo où on parle du Big Show sur la vidéo sur la WCW. On voit que Goldberg a une force de la nature exceptionnelle et que le Big Show est un catcheur exceptionnel. Ouais, les deux, aussi. ouais. Tu l'as dit. Parce que pour porter le Big Show, déjà, il faut y aller en souplesse. Parce que Et le Big Show qui maintient et droit. et le Big Show tient une chandelle, quoi. Je pense que c'est difficile à retranscrire Ouais. à quel point il faut vous s'en rendre compte. Allez voir sur YouTube, vous tapez Jack Hammer sur Sur le Big Show, oui, oui, oui. The Giant. Alors j'ai pas les dates, hein. Je pense que Il n'y a pas besoin de faire de Non, chronologie. mais je pense que j'ai dans des, c'est-à-dire là j'ai dit le Big Show. Je sais qu'il y a le match face au Flock de Raven. Je trouve, c'est l'un des premiers squash un peu améliorés. Parce qu'ils sont Oui. 3 ou 4. Ils sont plusieurs. En fait, il affronte que Raven, mais tout le monde intervient. Et en fait, c'est de longue durée, et Raven en parle dans ses shoot interviews. Il avait dit à Goldberg, ce serait bien que tu vendes un petit peu, et Goldberg. Moi, dans un vrai combat, je vendrai pas. Et on y reviendra un peu sur la politique liée à Goldberg, où c'est pas vraiment de sa faute, parce qu'on va beaucoup parler d'un peu des polémiques et de la haine qu'il a reçue. Mais Raven a quand même réussi, parce que c'était quand même un peu un vétéran, et qu'il était quand même connu, et qu'on le laissait un peu faire ce qu'il veut. Il a quand même dit à Goldberg, ok, tu vas pas vendre, mais par contre, j'aimerais bien que le match dure plus longtemps, et qu'on fasse un truc un peu sympa, un peu qui diffère. Surtout que c'était le match pour le titre des États-Unis, qui est le premier titre de Goldberg. Mm. Donc en fait, oui, il défonce tout le floc, où il fait aussi un jackhammer à Reese. qui a les pieds, ils sortent de l'aréna. Il sort de l'aréna, parce que Reese, c'est l'un des catcheurs les plus grands, je crois que c'est du 2m27 ou 2m30, quoi. Mais les gens sont fous, quand même, quand tu vois les entrées et tout. Les gens sont dingues. Ils sont dingues, mais il affronte aussi des institutions dans d'autres pays, ou qui étaient mis cadres à la WCW, mais qui est des institutions, parce qu'il fait un squash à la Parka aussi.
Le catcheur mexicain. Le catch, qui est l'un des Plus grand catcheur mexicain. l'un des plus grands, l'un des plus vendeurs de tickets de l'histoire du Mexique, carrément. À la WWE, il était servi en tant que job guy. C'est pas l'inventeur du Go to Sleep? Non, Non, l'inventeur du Go to je Sleep, confonds. c'est un catcheur japonais. Ah, bah alors je confonds avec un C'est autre. alors. Kenta. Je confonds avec un autre. Non, l'Aparcas, il venait, c'est capuche, et c'est le cliché des squelettes. Ah oui, oui. Voilà. Et un peu bedonnant comme ça, mais le mec, c'est à WWE, il a servi de job guy comme beaucoup de gars, alors que c'était des ultra stars dans leur pays. Par exemple, la majorité de la NW au Japon, quand il venait à la WCW, il servait pas à grand chose. Alors qu'au Japon, c'est des stars. Ah, c'est des stars infinies. Mais de toute façon, tous ces catcheurs-là que Bischoff faisait venir de l'étranger, il a pas toujours voulu s'en servir convenablement. Il se disait, Non. les gens les connaissent pas, je m'en fous, je vais en faire c'est des... juste parce qu'il voulait mettre des names. Ouais, voilà, je vais en faire des jobbers et puis c'est réglé, quoi. Pas forcément des jobbers. Oui, mal mais utilisés. je verrai leur donner Et de c'est probants. surtout aussi, je pense que parce qu'il avait envie de garder une relation amicale avec Antonio Inoki, ce qui a même donné le show en Corée. Je sais pas si on en avait déjà parlé. Non, on n'en a pas parlé, mais en On en Corée a du parlé Nord, beaucoup. Ouais, en Corée du Nord, beaucoup en ont parlé. Monaco en parlait, ouais. Très intéressant. Et par contre. très intéressant. On en parlera peut-être un jour dans une autre vidéo. On verra. Et du coup, il se disait, j'ai piqué l'idée de la NW à la New Japan. Oui, oui. Parce que l'invasion de catcheurs en dehors, donc les outsiders et ensuite Hulk Hogan, qui créent leur propre fédération dans la fédération. Ça vient de là-bas. Oui, ça a été fait au Japon. En fait, c'est lié à l'invasion de la UW. Désolé, je fais un peu d'historique. Ouais, L'invasion de la UWF à la New Japan. La UWF, c'était une fédération de catch, de shoot wrestling, donc des mecs qui étaient des vrais combattants. Et quand leur fédération a fermé, parce que je sais plus la raison, Inoki les a récupérés parce que pour lui, c'était ça l'image de son catch. Donc il a dit, je vous reprends et vous serez les stars. Mais combien de temps ça dure tous ces squash avant que la WCW décide vraiment de se dire il y a autre chose à faire que... Enfin, ça dure plus de 6 mois et en plus je pense que c'est décidé du jour au lendemain et c'est encore de la politique. Donc on va s'arrêter sur un peu l'écart politique. C'est que Goldberg, en fait, pour un jeune catcheur, le vestiaire de la WCW, c'était une très mauvaise influence. Parce que les mecs qui étaient au top, c'était Hogan, Nash, Hall. Bon, Hall, il était bourré, donc ça compte pas. Et en fait, ou des grosses, c'était que des gros noms, quoi. Randy Savage, Ric Flair, Sting. Quoique Sting, lui, il fait partie des seuls mecs qui étaient respectables. Oui. Dans les main events. Oui, non, mais tu me dis, c'est vrai que les mecs, c'était difficile de se faire une place. C'était très difficile, c'était impossible. En tant que, oui, je dis très difficile, mais C'était impossible. ils sont que deux à avoir réussi, c'est Goldberg et DDP. Oui, c'est ça. Et du coup, le Goldberg, il a été très mal conseillé par ces mecs-là, en disant, t'es une brute, un jour, il faudra que tu bosses avec nous, qu'on te batte, mais que tu nous battes aussi, on fera du business, mais par contre, on ne veut pas que tu paraisses faible vis-à-vis de tout le reste de la plèbe. En gros, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il a refusé certaines rivalités. Il a refusé beaucoup de rivalités, surtout la plus connue, c'est celle contre Chris Jericho. J'aurai une grosse anecdote où on arrivera en 2003, 2004, tout ça, sur Goldberg et Jericho. Une anecdote backstage qui ternit un peu l'image de Goldberg, malheureusement. Ou Jericho le calme. Ouais. Mais c'est à la WCW ou à la... Non, c'est à la WWE. On en reparlera plus tard, ok. Et donc, du coup, il refusait des programmes alors que Jericho, il voulait pas battre Goldberg. Mais c'est vrai que dans ses segments, il était très marrant, il se foutait de la gueule de Goldberg. Ouais. C'est un personnage de Jericho, il voulait ça. Ou il l'appelait Greenberg. Oui, parce qu'il était très vert. Très vert, voilà. Il venait avec, je me souviens qu'il avait sa fausse sécurité. Je sais pas si tu t'en souviens. Non. Où il avait un énorme bonhomme, vraiment le Roger du bar de 200 kilos, qui avait le t-shirt en mode crop top, en marquant Monday Night Jericho au crayon sur un t-shirt blanc, quoi. Et qui avait un gros bidou qui dépassait. Là, c'est Jericho qui décidait. Jericho qui faisait tout. Parce qu'en fait, lui, il avait le doigt, c'est t'en avais parlé, ouais. Comme je te disais, à la WCW, Bischoff, si les mecs étaient créatifs, il leur laissait faire ce qu'ils voulaient à la télé. Mais pour, il les pushera pas plus haut, mais en mid-card, faites ce que vous voulez. Donc là, du coup, on en est où? Est-ce qu'on arrive au moment où finalement on décide de lui donner le titre? On se dit il est trop over parce qu'en fait le public, il y avait que des signes Goldberg en fait. Alors il y avait autant, et en fait on voyait les arènes WCW, je vous conseille d'aller regarder certains choix à cette période. Vous regardez l'arène et en fait vous voyez NWO et Goldberg et Who's Next et le tatouage de Goldberg et vous voyez que ça, NWO et ça, il y a que ça. Donc tu me laisses expliquer un tout petit peu l'anecdote par rapport à Hogan. Hogan qui n'est pas là sur certains shows et qui voit les audiences qui baissent. Là, le match face à Goldberg pour le titre, c'est au Georgia Dome. Oui, si tu veux, je te raconte le contexte. Vas-y, fais le contexte.
Et après, si tu voudras parler de la raison, Oui. je te laisse raconter la raison Vas-y. d'Hogan. Ok, alors vas-y. Voilà. Mais je vais te mettre le contexte. En fait, c'est un truc de fou parce que c'est encore une fois, c'est l'un des premiers clous dans le cercle de la WCW. Ah bah là, le pognon, encore une C'est fois. ça que beaucoup de gens ne se rendent pas compte et que ne se rendaient pas compte à l'époque. Parce que Bischoff voulait que gagner à la télé. Il s'en foutait du pognon. C'était catastrophique. Et donc, du coup, il voulait juste faire les Monday Night Wars et tout le temps devant. Et en fait, ce match a été advertisé. 3 jours ou 4 jours avant. C'est ça, à Thunder. Ouais, Et c'était. donc, en plus, durant le show mineur. Voilà, ça n'a même c'était pas le. été annoncé sur le micro d'avant. C'était sur le show B de Nitro qu'on a dit, les gars, Voilà, lundi. Thunder, voilà, c'est ça. Lundi. C'était le SmackDown de la WCW. Lundi, ouais, on était même plus proche d'un main event ou d'un. Un superstar. ou d'un hit, ouais. Ouais. Lundi, C'était pourri, Thunder. c'est Goldberg contre Hogan, mais il fallait que Goldberg batte Scott Hall. C'est ça. En fait, c'était que Goldberg devait mettre en jeu son titre contre Scott Hall, le titre des États-Unis. Au même show, hein. Au même show. Au même Nitro. Et s'il battait Scott Hall, il affrontait Hogan dans le main event. Pour le Et titre. c'est le commissionnaire de l'époque, le général manager de l'époque, qui était J.J. Dillon, le légendaire manager des Four Horsemen, qui était président de la WCW à la télé. Et qui annonce ça et qui dit à Hogan, au bout d'un moment, tu pourras pas te défiler. Là, on a la vraie, là, t'es un vrai adversaire face à toi. Tu ne peux pas te défiler. Et donc, du coup, comme tu dis, c'est au Georgia Dome. Alors, C'est la maison mère de la WCW. c'est chez Goldberg. Et c'est chez Goldberg aussi. Non, il est tout le ça dans le. Non, Oui, il mais est dans l'Oklahoma. il est considéré d'Atlanta. Ouais. Par rapport Oui, parce qu'ils disent qu'il vient d'Atlanta, voilà. Et par rapport au football américain. Par rapport au football américain, c'est ça. Donc on dit qu'il est chez lui. Et alors, Hogan, qui avait certainement une renégociation de contrat ou un truc à l'époque-là, qui a dit, vous avez vu, quand je suis pas là, les audiences, elles sont basses, et quand je suis là, il y a tout, la salle est pleine, et c'est la folie. Et c'est pour ça que... Et en plus, je vais jobber. Et en plus, je vais jobber, c'est ce qu'il avait dit à tous les producteurs, à tous les financiers de la WCW. Vous avez vu, je suis là, tout explose, je suis pas là, c'est plus bas, donc j'ai redonné dans mon contrat, je veux plus de sous. Ouais, c'est ça. On a besoin de moi. Donc ça, c'est le contexte extérieur C'est ça. du catch. Et donc, du coup, c'est Hogan, alors qu'on sait qu'il ne met contre personne et qu'il utilise ce contrôle créatif pour pas paraître faible. Par rapport à ça, il accepte de donner le titre à Goldberg, de se faire battre. Alors, je pense qu'il doit se dire, déjà, je pourrais prendre quelques vacances. Oui, parce que il est write-off pendant quelques temps. Voilà. Déjà, je peux reprendre un peu de pognon sur ma renégociation de contrat. Et vous avez vu, les gars, Et ben, j'ai jobé, hein. et je dis peut-être même, sur par rapport à ce que tu dis, c'est encore pire que ça. Parce que je crois que c'est juste après où il part en élection américaine. de toute façon, il revient quoi au Finger Je crois qu'il revient qu'au Finger, pas of Doom. Pendant un an, il est ouais. pas là. Il se dit, je vais aller faire le... Oui, je vais aller faire de... Pendant 6 mois, il est pas là. Donc, il faut bien comprendre le contexte. Il y a le contexte kayfabe, où c'est Goldberg, il est là, J.J. Dillon dit à Hogan, tu peux pas te défiler. Tu peux pas te Et défiler. il y a le contexte backstage, où là, Hogan dit, moi, je veux des sous, je veux des trucs. Vous avez vu, je vais jobber contre ce gars au Georgia Dome, 50 000 places. En plus, je vais être président des États-Unis dans pas longtemps. Ça va être blindé. Donc, Voilà. il y a les deux phases du truc. Le problème, c'est que Goldberg, il devient champion. Ouais. Sur le match le plus long de sa carrière jusqu'à l'époque-là. Non, le match est court. Hein. Oui, mais c'est pas un squash, quoi. Oui, mais c'est un squash, mais en fait, c'est juste que Hogan sort du ring. Oui, voilà, ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps que d'habitude. Je me demande même si son match contre Raven dure pas plus longtemps. Ah, ouais, carrément. Ah ouais, je crois que c'est quand même, ça dure un poil plus longtemps. Goldberg est champion, la foule explose. Par contre, il éclate Scott Hall juste avant. Ah, il le tue. Scott Hall, il le démonte. Ouais, il le défonce. C'est pour ça que même j'en ai même pas parlé, parce que Scott Hall, de toute façon, quand ils annoncent ça, tu te doutes bien qu'il va battre Scott Hall. Oui. Oui, parce qu'il est invincible. Parce qu'on est sur la série d'invincibilité. Mais là, aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? C'est comme si sur un Raw lambda, non, pas un Raw lambda, mais un Raw, on te mettait Cody Rhodes contre Roman Reigns avec un changement de titre. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et en buildant le vendredi à SmackDown pour le lundi à Raw. Exact. Entre guillemets. Pour donner un exemple aux auditeurs, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est un truc de malade. C'est limite, ils ont annoncé sur Twitter, si on fait parler maintenant, le samedi sur Twitter, ils disent regardez Raw, Cody Rhodes, il affronte Roman Reigns. Alors, tu as été capable à la WCW de garder la rivalité Sting contre Hogan pendant 1 an, et là, tu peux pas builder pendant 1 mois ou 2 la rivalité. Surtout de le mettre en pay-per-view. Et mais voilà, mais c'est ce que je dis. C'est surtout de le mettre tu peux pas la builder 1 mois ou 2 et la coller en pay-per-view. Juste un mois suffit. Et puis tu pouvais justement, il pouvait faire, s'il battait Scott Hall, il devenait challenger
au prochain Oui, pay-per-view. c'est ça, pour Hogan. tu faisais Scott Hall, le Goldberg en main event au Georgia Dome. Je comprends. Pareil, Ah oui, là, c'est sûr que par contre, les audiences, t'as du tout branlé le jour-là. ah oui, T'as dit tout éclaté. Ils ont tout branlé. Mais je sais que d'autres en ont parlé dans un podcast, ou que j'avais entendu dans un podcast ou dans une newsletter, je sais plus où j'avais lu ça. C'est que en plus à l'époque, tout le monde en pay-per-view aurait regardé ça parce qu'à l'époque, on va dire en main event, ça devait être Austin du Globe. Oui, je me rappelle que le match à la WWE, c'est du caca par rapport à ça. Bah c'est très bien, mais oui, mais je veux dire en termes de star power, Hogan contre Goldberg, Goldberg. Tu pétais tout. Tu pétais tout. Parce qu'en plus vraiment, c'est difficile à s'en rendre compte maintenant, mais Goldberg c'était un vrai phénomène. Dites-vous que vraiment, au niveau du merchandising, au niveau de la popularité qu'il avait, il touchait pas loin Steve Austin. Ouais, il y a qu'un mec au-dessus de lui, c'est Steve Austin. C'est Steve Austin. Parce que The Rock c'est un peu après. The Rock c'est un peu après. The Rock là où il fait son gros trou, c'est quand Austin est blessé. Oui, voilà. C'est là où vraiment il éclate vraiment. Mais à la WCW, parce que la WCW c'était un globi-boulga, donc forcément Hogan, on dit Hogan une des plus grandes stars, mais c'était un globi-boulga, ils étaient plusieurs. Donc c'est exceptionnel la NWO. Mais vraiment, Austin avait dépassé la NWO. Il commençait à la dépasser parce que la storyline de NWO commençait à partir un peu au chien. Oui, c'était un peu trop long après. Déjà, l'échec du Starrcade 97 face à Sting. Oui, ça, on en parlera un jour, on fait Sting. On en parlera. Mais ça, c'est vrai que c'est même plus un clou, c'est un pieu dans le cercueil. Ah ouais, c'est le premier gros pieu, quoi. Mais, il y a Goldberg, il est champion à la WCW, c'est un bon champion, les gens sont contents qu'il soit champion, Alors, le public est à dents fini, mais par contre, storylinement parlant et niveau booking, son règne, il est oubliable. Parce qu'en fait, il lui manque quelque chose. En fait, il n'a pas d'adversaire. Un adversaire crédible. Il n'a pas d'adversaire crédible. En fait, il affronte plus ou moins tout ce qui passe, tout ce qui reste, mais en fait, comme la WCW n'était pas capable de créer des nouvelles stars, et que là, Hogan était parti, et qu'en plus, on y reviendra à la fin du règne de Goldberg, il y a un monsieur qui va prendre le booking. Qui s'appelle Kevin Nash. Qui est, on dit toujours Hogan, Triple H, les politiciens. Je pense que Kevin Nash, on sous-estime à quel point c'était un pourri. Ouais, niveau politique, il est pas mal aussi. Hein. Parce que lui, quand il s'est rendu compte que la WCW, parce que c'est un des mecs les plus intelligents aussi. Il savait que la WCW partait en couille. Il savait que la WCW partait au chiottes. Il s'est dit, c'est notre cours de récré et on va prendre du pognon. Ouais. Mais on va penser qu'à notre gueule. On va faire le petit Badland pour le moment où la WCW elle quitte, la WCW elle coule. Nous au moins, on aura pris le pognon là où on pouvait. Exactement. Il y a une petite anecdote avant que je voudrais qu'on passe à la fin du règne de Gold. Enfin, il y a 2-3 choses avant je voudrais qu'on parle avant la fin de son règne. Déjà, je sais pas s'il est déjà champion ou pas, mais je voulais parler du combat face à William Regal. À William Regal. Je voulais t'en parler. Est-ce qu'il est déjà champion? Non, c'est avant. C'est avant. Alors parce qu'on a passé vite. C'est avant de s'en monter. Celui-là, je voulais que t'en parles. Alors en fait, c'est ce qui amène pas longtemps après le licenciement de William Regal. Ouais. Alors. Je sais plus si on en avait parlé dans l'initiateur de Raw. Non, justement. Désolé si on fait un peu d'avant-retour, mais comme on a dit, on faisait pas spécialement mais c'est important quand même de. C'est pour ça que je voulais en parler. Donc en fait, ce match-là, donc c'est censé être un squash comme tous les autres. Mais comme je vous ai dit, Goldberg a été très mal, il a une influence très mauvaise. Donc du coup, il se permettait des choses que normalement un rookie ne se permettrait pas au niveau des vétérans. Et il y a un mec qui était pas content de ça, c'est William Regal, qui est l'un des plus grands vétérans, on en a déjà parlé. C'est un des catcheurs vraiment mythiques. Et en fait, il dit, moi je vais apprendre à catcher à Goldberg. Donc en fait, il nous a fait une hardcore Holly. C'est ce que j'allais dire. Mission. Donc il décide de faire passer Goldberg pour un branquignol. Par contre, Hardcore Holly, c'est un con parce qu'il s'en prend à Brock Lesnar. William Regal a beaucoup plus de technique in ring qui fait qu'il peut faire passer même un Golgoth pour un blaireau. Parce que, et en plus, il est assez stiff, William Regal, c'est un bœuf aussi. Et donc du coup, ce match, c'est pas bon parce qu'on voit bien que les deux ne se comprennent pas parce que William Regal ne veut rien lui donner. Et donc du coup, il y a des incompréhensions dans le match, tout ça. Et en fait, à la fin, il accepte quand même de perdre. Tu vois, il va pas se dire, je vais battre Goldberg, quoi. Mais il le fait passer pour un branquignol. Il arrive en backstage, Goldberg est fou furieux. C'est légitime, on va dire. Il y a un moment... Même si il réagissait très mal parce qu'il était très mal conseillé, mais tu passes quand même pour un con à la télé, quoi. Et puis à un moment, voilà ce que j'allais dire. Là, après, il y a le fait de vouloir donner une leçon à Goldberg, et il faut aussi penser au business. Au business. Et là, William Regal, en vrai, il n'a pas été pro pour moi. Je comprends la raison, mais fais ça en house show. Fais pas ça à la télévision.
Sauf qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de house show, les WCW aussi. Il les avait supprimés, je crois, Bischoff. Ouais, ils les avaient supprimés. Parce que ça marchait pas. Ça marchait pas, et qu'en fait, continuons de payer les mecs beaucoup trop cher, mais pour qu'ils catchent une fois par semaine. Voilà, bref, on va pas en parler. Et du coup, Bischoff est furieux, quoi. Parce que Goldberg, c'était quand même, mine de rien, son bébé. Voilà, avec l'influence de Kevin Sullivan, Bischoff, mine de rien, on le traite souvent en tant que négatif, mais il avait vu tout le pognon au niveau de Goldberg. Le problème de Bischoff, c'est l'influence de Hogan et de Nash. Je pense que si Bischoff gérait tout seul, et que aussi il a... Parce que le problème de ce mec-là, c'est qu'il est devenu un boys. Et puis il écoutait peut-être pas toujours les bonnes personnes. Il écoutait pas les bonnes personnes, pas du tout. Et il est devenu un boys, comme je dis. Il était plus un vrai lead. Il était plus un patron. Il était devenu un des mecs du backstage. Oui, c'était un performeur. Un performeur, parce qu'il était leader de la WWE. Au même moment, un peu comme quand on avait parlé de lui à la WWE. C'est ça. C'est devenu un membre du roster de la WCW. Des vraies décisions derrière, mais le problème, c'est qu'en fait, il pouvait plus faire la différence entre patron et employé. Ouais, mais il fallait bien comprendre que si demain, il dit, alors on fera pas toute l'histoire de la WCW parce que sinon après-demain on est encore là, mais il faut bien comprendre que si par exemple Bischoff allait dire à Hogan c'est vert, si Hogan lui disait non c'est noir, c'est Hogan qui décidait. Oui, mais parce que Hogan dans son contrat il avait le contrôle créatif. Donc en fait Bischoff, même s'il voulait faire quelque chose de bien ou quelque chose d'intéressant par rapport à ces mecs-là en haut de la carte comme Hogan, comme Nash, de toute façon, plus avec Hogan, il était bloqué avec le contrôle créatif. Si on a l'occasion, là, je vous la promets, on vous la promet pas, parce qu'on dit toujours qu'on va faire des émissions sur tout le monde, on vous la promet pas, mais je pense que quand j'aurai fini la lecture de la mort de la WCW, ouais. Pour me remettre des connaissances que j'ai déjà, mais pour accroître tout ça, on pourrait faire une vidéo sur la mort de la WCW qui changerait et qui serait beaucoup plus documentée que la majorité qui ont déjà été faites. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, mais là, parce que j'ai beaucoup aimé la vidéo de certains de nos collègues, youtubeurs, qui sont très bien, mais il y a beaucoup de trucs qu'ils ont oubliés. Alors, surtout au niveau de Bischoff. Juste, il faut quand même te dire que la vidéo auquel tu parles, je vais juste faire ça. Hein. Elle dure 2h30. Là, si je t'écoute, on est parti pour 6 heures. On peut faire plus court. Ah, mais moi, je m'en fiche, ça me dérange pas. Après. 4h45. D'accord, ben voilà. Moi, j'ai toujours dit que de toute façon, si les vidéos deviennent trop longues, je ferai en 2 parties. Oui. Y a pas de problème. Mais parce qu'en fait, souvent, on fait quand on parle de ça, on en fait une globalité, une généralité. Et qu'en fait, moi, je voudrais rentrer dans les détails de certaines personnes qui sont liées à ça. Et donc, dont Bischoff. Parce que, pareil, pas le réhabiliter, mais peut-être un tout petit peu le défendre. Parce que, ça reste un putain de génie quand même. Te faire un peu l'avocat du diable. Ah, de faire l'avocat du diable, parce que moi j'ai vraiment... Oui, c'est exactement ça, Thomas. Je te remercie. Voilà. C'est mon boulot. Donc ce sera peut-être le nom d'émission, du coup, l'avocat du diable. L'avocat du diable. Mais moi, tu vois, moi, ce sera peut-être sur d'autres formats. On verra bien. On va continuer voir. On va laisser la chaîne grandir. On verra. On revient sur Goldberg. Moi, par contre, je suis très content. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, l'histoire avec Kevin Sullivan et Goldberg, je ne connaissais pas. Donc je trouve ça super justement parce qu'on apprend des choses. Oui. Ça, c'est bien. Ouais. Donc Goldberg, il est champion. Oui. Il y a l'histoire avec donc il y a la fin avec William Regal où William Regal se fait renvoyer ensuite par rapport à ça. Oui, il s'est fait renvoyer par rapport à ça. Et il part à la WWE. Oui. Ou il fait peut-être un peu avant, mais enfin. Mais il vient ouais, si, il est là déjà avant. Donc plus meilleur match de Goldberg en tant que champion. C'est DDP. C'est DDP, Halloween Havoc. Halloween Havoc. On a déjà dit l'histoire sur le fait que... C'est une catastrophe, encore une erreur. Qu'ils avaient mal prévu leur temps d'antenne et qu'en fait le pay-per-view coupe avant la fin du match. Et que les gens, du coup, on le met gratuitement le lendemain. De Nitro. Donc encore du pognon. Et surtout, pense à tous les mecs qui ont payé, parce que c'est cher les pay-per-view avec l'enquête. Ils ont payé, et que le lendemain, ils ont vu le fin du match gratos. Qui est gratuit. Oui, non, mais je suis d'accord, complètement dingue. C'est encore une fois une connerie monumentale. Mais. Avant de te laisser rebondir. Vas-y. On va revenir encore une fois sur des polémiques de Goldberg où on dit qu'il ne sait pas catcher. Ce qui est faux, parce que pour moi, il est sous-estimé et on en parlera beaucoup quand on arrivera à 2003. Le DDP contre Goldberg, overall, c'est l'un des meilleurs main events de la WCW. Moi, j'allais dire, trouvez-moi aujourd'hui un meilleur match de main event de l'histoire de la WCW à Nitro. Avec Nitro. Parce que je pense que les Ric Flair de l'époque... On parle de l'ère Bischoff. Je parle de l'ère Bischoff. J'en ai un. Hogan Piper? Non, je déconne. Non, mais voilà, c'est une catastrophe. Donc on dit toujours que Goldberg s'est pas catché. Déjà, il faisait que des squats, donc tu peux difficilement juger la nature du catcheur. Et les 2-3 fois où il lui a demandé de catcher un peu plus longtemps, soit William Regal lui a mis des bâtons dans les roues, soit
C'était contre DDP. C'est ça. Mais Sinon, il était booké pour des squash. Sinon, il était booké. Donc, après, c'est compliqué. Je sais qu'ensuite, et là, on va y revenir, il y a la perte du titre. Oui, et là, bah, c'est ça. Donc, comme. Alors, attends, avant de parler de la perte du titre, est-ce que tu as d'autres noms de catcheurs qui ont... Bah non, justement, c'est pour emmener à la perte du titre, c'est qu'en fait, à part DDP, il n'y a rien dans ce run. Dans ce run de champion, il n'y a rien à retenir. À quel point que vraiment, je me suis pas documenté, je me suis un petit peu documenté, j'ai regardé de Traviol, et je me souviens déjà de rien. Est-ce qu'il y a... Mais c'est pas là où il a... Non, Bret Hart, c'est plus tard. C'est bien plus tard. C'est l'autre... Bah, de toute façon, à Starrcade, les 3 Starrcade d'affilée, Il plombe. c'est une connerie à chaque fois. Et j'y reviendrai sur le dernier, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. On parle souvent de ce qu'on va dire, là, de Kevin Nash contre Goldberg. On en parle beaucoup de Sting Hogan. On parle du... Mais on ne parle pas de Bret Hart Goldberg. On parle Parce du qu'il y a lendemain. tellement de choses à dire dans ce putain de match. Voilà. On est là pour ça. On y revient. Mais on parle aussi beaucoup du lendemain du Starrcade contre Kevin Nash avec le Finger Pop of Doom. Bon, on va en parler. On va en parler. Donc, je te propose Starrcade, Goldberg. Starrcade, donc je remets le contexte. Donc le booker, c'est Kevin Nash. Et en fait, Kevin Nash se dit, eh ben, je vais battre Goldberg. Allez hop, c'est parti. Donc du coup, par contre, la storyline juste avant est exceptionnelle. Parce que Kevin Nash, pareil, il est sous-estimé. Dans le ring, tu parles, hein. Dans le ring, mais c'est surtout en plus divertissement. Oui, ah non, mais Kevin Nash est très bon. je sais plus où j'avais entendu l'anecdote qu'il était adoré backstage, par contre. Ah oui, l'homme. L'homme, parce qu'il est ultra sympa. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est ultra sympa, mais ultra hypocrite. Du coup, Oui. Il pensait qu'à sa gueule. Je pars devant, je souris, et par derrière, je te fais une end right sur Michael Cole. Voilà, tac, 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 boum, boum. Voilà. Voilà, comme je dis souvent, salade tomate dans l'oignon. Voilà, c'est ça, tu l'as utilisé la dernière fois. Voilà. Ça deviendra sûrement un running gag. Pas de problème. Et donc, On en fera des t-shirts. Ce fameux Kevin Nash se dit, déjà il se dit c'est moi qui vais arrêter les streaks, donc du coup il arrête la streak de Raph, Oui. qui était Adam Bomb à la WWE, que le mec commence à être poussé, il le casse. Est-ce que cette streak-là, elle a été inventée justement pour la storyline avec Goldberg, ou c'était juste, c'est tombé comme ça? Il était poussé comme ça, lui il s'est dit je l'arrête. Il gagne la World War Free 3. C'est la 3. C'est la bataille royale sur 3 rings, sur 2 rings? C'est de la merde. Ils sont 60. Ouais, ils sont 60. En fait, le Royal Rumble, c'est bien, et le WCW ont voulu faire la même chose, mais ça chie. Voilà. Avec 3 rings, 2 rings, ça dure des plombes. C'est pas bon. C'est vraiment c'est pas bon. La plupart des mecs, tu les connais même pas. Ouais, il y a des mecs, je sais qu'il y a même, je sais plus lequel, mais il y en a un où Ric Flair se fait éliminer off-screen. Ric Flair, voilà, c'est comme si là il y avait le Royal Rumble, et qu'encore une fois, Roman Reigns, Gunther, il se fait éliminer off-screen. Ouais, on le voit même pas. Voilà, bref. Donc du coup, Kevin Nash devient challenger pour le titre. Devient challenger pour le titre, oui. Il défie Goldberg dans une promo vraiment très cool. Il est Wolfpack à l'époque. Donc la séparation. En rouge. Ouais, en rouge et noir, on va pas rentrer dans. Non, laisse tomber là, sinon on va se coucher. On va se coucher après-demain. Et même c'est tellement de la merde qu'on va partir en couille. Donc il fait une promo super cool. Il dit que vous le voulez ou non, ce sera moi le prochain. Donc j'aime beaucoup cette. Ce sera moi le next. C'est ça. Et j'aime beaucoup cette promo, qui est vraiment très cool. Et donc il arrive à Starrcade. Et il arrive ce qui arrive. En plus, le début de match, c'est pas mauvais. Hein. Mais encore une fois, on se souvient toujours de la fin. Et si la fin est à chier, on se souvient pas du reste du match. Comme je fais un parallèle, C'est ce que tu vas dire. le Montréal Screwjob. Ouais, voilà. Chez Michael contre Bret Hart, on se rappelle pas du début de match qui est exceptionnel en fait. Et ben là, Goldberg, Kevin Nash, ils ont une bonne chimie, mine de rien, entre les deux, ce qui est improbable. Hein. Et en fait, c'est là où il y a encore la sueur de con, c'est que Scott Hall faisait partie de la NWO originale, la NWO Hollywood, celle de Hogan. Et il décide de se remettre en ami avec Kevin Nash parce qu'il l'avait trahi en utilisant la matraque taser sur Goldberg. Kevin Nash attrape, Jackknife Power Bomb, 1, 2, 3, la streak est finie. Les gens sont contents. Les gens sont Non, mais c'était sont dégoûtés. Alors que pourtant, les gens aimaient bien Kevin Nash, mais alors après, il fallait bien que la streak s'arrête à un moment ou à un autre. Oui. Pas de problème. Oui, mais je pense que les gens voulaient voir une nouvelle star. Ils voulaient pas voir tous les mecs qu'on voyait tout le temps. Ils voulaient pas voir tout le temps les mêmes mecs au main event. Ils commençaient à en avoir ras le cul de Kevin Nash, Hogan, tout ça. Et le pire, qu'est-ce qui se passe début d'année? C'est le lendemain. Non, c'est quelques jours après. Le 4 janvier 99. Oui, 98.
99, parce que c'est Starrcade 98, donc c'est 4 janvier 98. Ah oui, Starrcade, c'est à la fin d'année, d'accord. Donc pour vous dire, ce 4 janvier-là, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que c'est une des premières erreurs, c'est qu'en début de show, il y a, comme la WCW faisait à chaque fois, Bischoff au commentaire, avec, non, c'était Tony Schiavone, en qui le dit. Tony Schiavone au début du show, spoiler Raw, qui était enregistré. Et c'est le Raw où Mick Foley devient champion du monde. Devient champion avec la meilleure plus grosse pop de l'histoire du monde. Donc déjà, première grosse erreur. Parce que là, ils perdent tous leurs téléspectateurs qui se cassent à Raw. Ouais, mais alors, à ce qui paraît, les spectateurs sont partis voir et revenus. Exactement. Le Hogan revient. Même pas advertisé, rien du tout. Il est là. Parce qu'il revient de son élection. Et j'aime bien cette petite anecdote, elle vient pas de moi, mais je l'ai entendu et je l'ai lu. Où il disait, on lui a dit, mais t'avais pas dit que t'étais retiré du retire. Ouais, retired en anglais du catch. Il fait non, j'étais very tired. J'étais vraiment fatigué. Bref. Hogan, il est fort. Il vient, et là, il revient en tant que face. Parce qu'en fait, Kevin Nash, c'était face, normalement Goldberg Kevin Nash, mais comme ils utilisent une triche, ils tournent le heel dans le match, en fait. Donc du coup, il dit, espèce de gros connard, Kevin Nash, ce soir, c'est toi contre moi pour le titre, tout ça. Blablabla. Sauf que Goldberg, voilà, estime comment ça se fait que lui il a un match, il revient, non, moi j'en veux mon titre. Sauf que t'as Miss Elizabeth qui dit il m'a harcelé, il m'a machin. Goldberg il se fait arrêter. Il se fait arrêter par des flics. On se rend compte que le commissariat il est à 2 km de l'arène. Le mec il est bloqué au commissariat, donc il passe pour un con. Il n'arrivera pas à revenir à temps pour il arrivera pas à venir à temps pour le match. Après, je te laisse fini, et après je te pose une question. Oui. Donc ensuite, il y a le match. Donc Kevin Nash où il prend le plus gros bump de sa vie. Je savais que t'allais le dire. Voilà. C'est pas de lui, les amis, c'est pas de lui. Hogan, ça vient de Brian Alvarez. D'accord. Voilà. Donc voilà. Hogan le pousse avec le doigt. Le touche à peine la poitrine avec le doigt. Il tombe par terre. 1, 2, 3. Hogan redevient champion. La NWO de toutes les couleurs se remet ensemble. Machin, c'est le plus gros. C'est honteux. C'est vraiment des copains qui décident de chier sous le business. Hein. C'est vraiment ça. Les gens pleurent pour le curtain call. Ça, c'est 100 fois pire. Ah oui, c'est pire parce que là, c'est mon Dieu, c'est Goldberg arrive à moitié menotté, il est en jogging, il est ridicule, il se fait dégommer par tout le monde, il se fait tatouer sur le dos NWO par toutes les couleurs, tout ça. Et en fait, ils ont réussi à niquer une de leurs plus grosses stars qu'ils avaient créées en 2 shows, quoi. Alors, j'ai une question à te poser parce que je crois qu'il me semble qu'en fait, ce jour-là, ils ont fait l'histoire de Goldberg au commissariat. Parce que c'est pas un petit peu avant où au Japon ils se coupent le bras parce que après Starrcade, je crois qu'ils avaient un show au Japon. Goldberg il se coupe le bras en cassant une vitre. C'est à ce moment-là. Je sais pas, mais je sais qu'en fait j'ai plus la date. Tout ce que je sais, c'est qu'au moment où Goldberg il a la storyline où il est chez les flics parce que il est blessé et qu'il peut pas lutter. Ah, donc ça veut dire que ça s'est passé entre Starrcade et... Alors, je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises, juste à ce moment-là... la temporalité. À ce moment-là, Goldberg, il a une blessure ou là un truc qui fait qu'il peut pas lutter. C'est pour ça qu'il le planque au commissariat. Mais le truc, c'est qu'il peut pas lutter, mais derrière, il se fait squatcher. Il se fait quand même des prises de catch de tout le monde. Quoi. Mais... Il se prend un je te dis, il est en jogging, menotté, il est ridicule, il se prend un torturac de Lex Luger. Moi, j'ai entendu dire que c'était... Alors après, je sais pas si c'est vrai, et puis de toute façon, blessé ou pas blessé, tu dois pas faire ça de toute façon. Non, le booking est catastrophique. Et le truc, c'est que mine de rien, tout ça, on va aller très vite pour pouvoir passer la grosse partie de la vidéo. Ah non, mais vas-y, continue. Moi, c'est pas grave. Je te l'ai dit, au pire, on fera 2 parties. Ouais, non, mais je pense qu'on peut en faire une parce qu'il y a plus grand chose à dire après. Il y a 2 trucs que je dois encore mentionner. 2 ou 3 trucs. Donc derrière, les gens sont quand même à sur lui, mine de rien. Oui. On arrive tellement tellement les storylines sont à chier par terre et tout ça. Le Bishop se dit, putain, il faut renouveler les shows parce que tout le monde commence à en avoir rien à foutre. Il faut une semaine off. Voilà, ils font une semaine off et on engage Eric et on engage Vince Russo. Ouais. Donc, la pire décision ever. Ils font le nouveau logo de Nitro. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Nitro, le nouveau logo. Et en fait, ils refont un peu toutes les storylines, ils redistribuent un peu toutes les cartes. Ils arrêtent une semaine. Ils font des best-of. Ils font un best-of pendant une semaine et la nouvelle semaine, c'est comme si on te reprenait complètement à zéro. Voilà, une season première. Donc en fait, et dans la saison première, on se rend compte en fait que 2 clans se forment. Donc le Million Alliance Club, il me semble. Donc c'est les vieux de la vieille. C'est les vieux de la vieille qui se mettent un peu ensemble. Vous allez rigoler parce que l'autre clan s'appelle le New Blood et c'est les jeunes. Il y a Scott Steiner dedans qui avait déjà 43 ans. Bref.
Mais dans le Underlast Club, il y a Kevin Nash, il y a Hogan, je suis même pas sûr qu'Hogan était là. Par contre, ne pars pas sur toutes les conneries que la WCW a fait avec ses histoires de. Non, je m'arrête là, je vais juste parler de Goldberg. Voilà. Et en fait, dans la fin du show, donc les deux clans s'affrontent, et là, vraiment, je pense que ils en ont fait beaucoup des décisions de merde, mais je pense que c'est l'une des plus grosses. Ils font tourner Hill Goldberg, c'est con. Les gens. Alors, il rejoint Bischoff et Rousseau. et moi, je vais vous dire un truc qui est un truc incroyable, c'est que Goldberg, peut-être plus grosse star créée par la WCW, tu m'arrêtes si je dis une connerie, n'a eu le titre qu'une seule fois. Le titre poids lourd, ouais, je crois qu'il a qu'une fois, ouais. Après, il le retouche plus. Ouais, je crois qu'il ne le retouche Et plus. c'est impressionnant de te dire que là, quand tu reprends à zéro, c'est Goldberg qui doit être champion. Point. Ah, il l'a peut-être encore une fois dans les storylines de con, c'est possible. Je sais pas, plus. mais je sais Je crois qu'il l'a encore une fois. Mais il faut vous dire que la plupart, alors si on vérifiera, enfin vous vérifierez parce que c'est tellement, le problème c'est que c'est tellement compliqué la WCW parce que les storylines Et surtout que là on arrive sur la Rousseau, hein. partent tellement dans tous les sens. Moi je te propose juste de parler, pour terminer avec la WCW, sur face Goldberg et Bret Hart. Oui, voilà. Parce que c'est ce qu'on doit finir la WCW, Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on doit terminer, ouais. Parce qu'en plus, à la fin de la WCW, Goldberg est blessé, il est avec Megadeth, tout ça. Je parle juste d'un truc, c'est Goldberg qui est utilisé pour donner le titre à Rousseau avant d'arriver à son Bret Hart. T'es au courant que ce connard de Rousseau... Mais il a été champion. En haut de la... Non, ça je confonds, j'ai confondu oui, avec... mais c'est dans la même cage. D'accord, ok, c'est pour ça alors. C'est dans cette cage-là. Je parlais Où de... ce connard, il mettait des casques de football américain parce qu'il avait des commotions cérébrales, parce qu'il n'est pas catcheur. Et Goldberg le spire à travers la cage, et du coup, c'est le premier qui touche au sol. Ah, parce qu'il sort de la cage à cause de Goldberg, comme il touche le sol en premier, il est champion du monde. Exactement. C'est super. Voilà, je voulais juste... un Booker est champion du monde. Un Booker, mais il se mettait à la télé, hein, je rappelle. Hein. Oui, mais à la base, ça reste... C'était le vice-président avec oui, mais c'est... C'est une catastrophe absolue, c'est fou. De toute façon, ce mec-là n'aurait jamais dû être connu, entre guillemets, il aurait dû rester Booker, point. Non, ouais. Et encore, enfin, je veux dire, il bookait comme de la merde, mais on n'aurait jamais dû en faire le... Il aurait jamais dû avoir un personnage télévisé, en fait. Le pire, c'est que les gens l'ont rappelé plus tard, quoi. Ouais, non, mais ça, laisse tomber, sinon on est mort, là. Ouais, on est mort. Bref. Et en fait, du coup, Goldberg, donc, dans la grosse storyline de Rousseau, qui allait sauver la WCW, c'était encore une WO. C'est une WO 2000. Avec, Argent, avec Bret Hart en leader, Kevin Nash, Scott Hall, les frères Harris et Jeff Jarrett. Génial. Voilà. Donc, ce qui va, le truc qui a coulé la WCW, c'est la NWO, mais pour la sauver, on va refaire une WO. Oui, bah, Voilà. c'est du Vince Russo. Et donc, du coup, Bret Hart est champion. Il a une rivalité avec Goldberg un peu avant, déjà. Le segment génial de la plaque en métal. Ah, ça, c'est génial, ça. Ça, c'est top. Où il a eu l'idée dans Retour vers le futur, je crois. C'est ça. C'est exactement ça. Il l'a dit dans une interview. En fait, et le pire, c'est qu'ils étaient potes, hein. Goldberg et Bret Hart s'aimaient beaucoup au début. Et après, on a vu ce qui se passe maintenant, et vous avez juste là-dessus le Twitter de Bret Hart pour s'en rendre compte. Un poil aigri, Bret Hart. Un petit poil. Mais beaucoup de choses où il a raison. Non, mais après... Sur Goldberg, je pense qu'il abuse. Il y a des choses qui... Alors, vas-y, finis et on en parle après. Voilà, donc en fait, ils font ce segment-là où il arrive à baiser Goldberg en mettant une plaque en métal sur son ventre avec un gros t-shirt de hockey. Et Goldberg le spire et en fait, il s'assomme parce que le gars, il s'est mis une armure. Il a une armure en dessous. Et derrière, il dit qu'il démissionne. I quit. Parce que voilà, les trucs par rapport à Owen Hart, tout ça, il avait besoin d'une pause. Oui, parce qu'il a morflé. Il a morflé. Et en fait, c'est en revenant où il relance la rivalité et c'est le main event de Starrcade 99. Donc le troisième Starrcade. Le troisième Starrcade où ça va être une catastrophe encore une fois. Donc dans ce show, on commence par l'une des polémiques de Goldberg. C'est là où il lui met ce fameux coup de pied où il lui défonce le crâne. Légèrement, et qui amènera la fin de sa carrière. On y reviendra. Juste après. Parce que t'as des choses à dire. Ah, juste après, ouais. Mais je veux finir sur ce match parce que tout le monde oublie à quel point le finish, c'est l'un des pires de tous les temps, encore une fois. Vas-y. Donc du coup, il lui met le coup de pied, il continue de catcher, et là, d'un coup, il y a Roddy Piper qui vient, habillé en arbitre. Alors qu'il n'était pas prévu en tant qu'arbitre, déjà de base. Il vient, il sonne la cloche, et le match est fini. Pas de décision. Bret Hart serait champion. 3 Starrcade d'affilée. Ils font de la merde. Où ils font de la merde avec leur top star. Exactement. Le top star, oui. Et ça, les gens n'en parlent pas assez souvent que là, vraiment, moi, je me souviens d'avoir vu ce match, donc je vois le coup de pied et tout, je me dis, ah, ok. Mais je me souvenais plus qui gagnait. Je me dis, ah, ça doit être Bret qui gagne par une triche ou un truc comme ça. Parce qu'il était heel à l'époque. Et en fait, non, c'est vraiment, il y a un arbitre qui vient, il discute avec les deux, il sonne la cloche et il arrête ça. Et il arrête le match.
Genre un Moral Screwjob 2.0. Mais c'est ce que je pensais à ça quand voilà, parce que je crois qu'il y a un sharpshooter à ce moment-là, tu vois. Si, ouais, non, mais là. Vraiment, sans raison, et donc Bret Hart est dégoûté. Je suis sur le cul. Comment ça, tu fais sonner la cloche? Goldberg, il passe pour un demeuré. Encore une fois. Et derrière, il part, et les gens, il n'y a même plus un bruit dans le public, ils sont dégoûtés. Juste, je te pose une question. Mais est-ce que Stone Cold Steve Austin a été booké comme un gros demeuré par la WWE? Jamais. Voilà. C'est tout. Tu peux reprendre. Voilà, jamais. Et donc, on va revenir sur les polémiques, parce qu'il faut bien en parler. C'est que, comme Goldberg a tapé Bret Hart et qui lui a gâché sa carrière, mais le truc qu'il faut pas oublier, c'est ce que tu voulais mentionner. Alors moi, je tiens, si tu veux bien me laisser la parole. Je te laisse la parole. Le coup de pied de Goldberg est ignoble. Il lui met un coup de pied de cochon, ce que tu veux. Pas du tout safe, en fait. Pas du tout safe, ok. Commotion cérébrale de Bret Hart, pas de problème. Alors il faut savoir plusieurs choses, les amis. Déjà que Bret Hart avait prévu de prendre sa retraite très rapidement. Il en avait marre. Il avait déjà dit que... Il fait partie des rares catcheurs, surtout la WWF avant la WCW. C'est quand même un mec qui a mis 11 ans avant de prendre une pause déjà. Oui. Donc le mec... C'est un des gros travailleurs. Alors je tiens pas à excuser le coup de pied de porc de Goldberg. C'est juste qu'aujourd'hui Bret Hart, il dit Goldberg a fini ma carrière. Faut savoir que une semaine, 15 jours après, Bret Hart fait un match hardcore. Contre Terry Funk. Prend des coups dans le crâne. Voilà. Donc le coup de pied de Goldberg a pas aidé. Mais le match de Terry Funk non plus. Non plus. Donc aujourd'hui, il peut dire ce qu'il veut en disant que Goldberg, il a fini sa carrière. Oui, Goldberg, il lui met un coup de pied, mais ok. Bret Hart était cassé de partout. Bret Hart, il avait plus envie de catcher. Et niveau psychologique, avec tous les morts qu'il y a eu dans sa famille et tout ça. J'allais dire. Faut pas oublier que le mec, psychologiquement, il était Psychologiquement, il est au plus bas. En plus, je crois qu'il avait eu quelques problèmes personnels parce que il y en a aussi des démons personnels. Il a eu des soucis, on va dire, dans sa famille. D'ordre domestique. On n'est pas là pour en parler, parce qu'on a toujours dit qu'on parlerait pas de ça. Mais j'ai du mal aujourd'hui. Bret Hart, j'ai l'impression qu'il lui voue une haine énorme à Goldberg, ce que je peux comprendre, mais il faudrait aussi qu'il se pose 2 minutes et qu'il tempère. Comme je dis, moi je défends un peu Bret Hart sur pas mal de ses points de vue, tout ça, parce que c'est vraiment un catcheur exceptionnel que j'ai eu la chance de redécouvrir, parce que je l'ai pas connu à l'époque, de le découvrir dans plein de choses, et c'est vraiment l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Vraiment. Par contre, sur son point de vue, sur Goldberg, en fait, je pense que tellement le mec en a pris dans la gueule, et que c'est un peu un survivant, et qu'il a vraiment mangé, avec tout ce qu'il a appris par son patron, par sa famille. Parce qu'après, il a eu des cancers. Voilà, Non, pas de problème. Je pense que il a décidé de choisir une tête de Turc, en fait. Il avait d'avoir un défouloir, et c'est tombé sur ce point. Moi, on digresse encore 2-3 minutes, on a le temps? Oui. Moi, je me permets de dire que je pense qu'en fait, parce qu'il y a un moment où il s'est calmé avec Goldberg. Et après, Goldberg est revenu en 2016. Et je pense que revoir la popularité de Goldberg, ça a dû lui remettre un coup au moral et se dire putain, ce mec avec ce qu'il m'a fait aujourd'hui, il est encore acclamé par les fans. Et donc il a recommencé à cracher dessus. Je ne défendrai jamais Goldberg par rapport au coup de pied qu'il a mis. Ce que je veux bien comprendre, c'est que c'est pas le coup de pied de Goldberg qui a fini la carrière de Bret Hart. C'est un enchaînement de tout. Le coup de pied n'a pas aidé, mais les coups de poubelle de Terry Funk, ils ont pas aidé non plus. Et je pense que peut-être que aussi que Bret Hart en joue au niveau des réseaux sociaux. Oui. Bah, ça lui permet peut-être aussi parce que malheureusement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il apparaît à la WWE, il est quand même sacrément cassé de partout. Ouais, vraiment. Il fait mal au cœur. Vraiment. Et je pense que donc lui, c'est même compliqué aujourd'hui de le faire réapparaître. Et je pense que, aujourd'hui, son moyen de continuer à exister dans l'actualité, c'est de cracher sur Goldberg. C'est devenu un mème, en fait. C'est devenu un mème. Alors attention, encore une fois, ne venez pas me dire, alors on n'a pas énormément de gens qui commentent, mais ne venez pas me dire, oui, le coup de pied, oui, je sais, le coup de pied de Goldberg, il est dégueulasse. Pas de problème. Par contre, désolé, je vais vas-y. Il est visuellement très cool. Ah oui, visuellement, il est magnifique. Mais ok, pas de problème, il le casse en deux. Mais par contre, voilà, je tenais vraiment, avant de finir la parenthèse, enfin non, c'est pas une parenthèse, le chapitre WCW, sur ça, parce que j'en ai marre de d'entendre, oui, il a fini la carrière, oui, ok. Et on va faire un parallèle avec des trucs plus récents, c'est que Goldberg a pris tellement de haine parce qu'il a cassé Bret Hart, alors qu'il y a d'autres catcheurs qui ont cassé plein de gens. Et j'ai l'impression que, on va dire, dis-moi si je me trompe, que la seule personne qui a pris autant de haine que Goldberg sur le fait d'être dangereux dans le ring, c'est Nia Jax. Ah, Nia Jax, elle a pris cher, hein. Voilà. Maintenant, elle commence enfin à remonter, elle a vraiment fait des efforts et tout, mais c'est vrai qu'elle était beaucoup trop dangereuse et qu'elle a vraiment blessé elle a blessé plein de catcheuses, Becky Lynch, Sasha Banks, Bayley, elle coupe le pouce de Bayley en la blessant. Bref, elle était trop stiff aussi. Le problème, c'est que ça fait aussi malheureusement partie de la vie d'un catcheur. Tu mets ta vie entre les mains de ton collègue.
ça se passe bien 99% du temps. Et puis des fois, Et après, il y en a, ils sont un peu moins safe que d'autres. voilà, il y en a qui, Seth Voilà, Rollins. Seth Rollins, Seth Rollins, il y a eu une période, il avait envie de tuer tout le monde. Et puis moi, je vais dire un truc qu'on a déjà parlé. Et puis comme ça, si tu veux, après, je te propose qu'on clôture la WCW. Oui. C'est à quelques centimètres près, Booker T, il tue Steve Austin. Hein. Des débuts. Oui. Non, mais- Ouais, oui, donc, on en avait déjà parlé. Non, mais il y a plein de choses comme ça. Bon, bah Des fois, il après. y a des accidents, alors que les mecs sont des très bons catcheurs et qui sont safe, mais qui arrivent quand même à blesser les gens. Ça. Voilà, c'est ça. Ça fait partie malheureusement du catch. Au Japon, j'en ai une pelletée, je pourrais vous dire. Alors, Donc, je suis content dans un sens que Bret Hart soit toujours parmi nous, qu'il ait pu se remettre de tout ce qu'il a pris dans la tronche, même si son corps aujourd'hui, parce qu'après, je crois qu'il a eu un accident de moto, enfin, il a eu un infarctus en moto, je en crois. moto, c'est exactement Donc, ça. Le mec, c'est quand même un sacré Survivor. Le mec, en termes de qualité in-ring, on est peut-être dans le top 3 des meilleurs catcheurs du sol américain. Ah oui, une ring, oui, ouais, clairement. Hein, voilà, moi je laisse parce qu'il y a Ric Flair, moi j'aime beaucoup Shawn Michaels. Il y a donc Shawn Michaels. je veux pas dire, voilà, moi, donc pas de problème. Mais je tenais quand même à dire que il fallait un petit peu remettre l'église au milieu du village. Donc la WC, Surtout qu'on se rejoint sur ce point-là, ce n'est même pas. C'est ça, c'est ça. que, comme on a dit au début de l'émission, on va réhabiliter pas mal de choses au niveau de Goldberg. c'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, la WCW, elle arrête. Enfin, aujourd'hui, à l'époque de Starrcade, je pense qu'après, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur l'épisode WCW de Goldberg? Non, c'est fini après. Il est blessé. La WCW est rachetée par la WWE. Goldberg, il a un contrat assez énorme payé par Time Warner. L'un des plus gros, je crois. Je me demande quand même, je me suis posé la question en faisant cette vidéo, si Goldberg, il avait pas une petite clause dans son contrat Time Warner qui l'empêchait d'aller catcher aux États-Unis parce qu'il a quand même été catché à la New Japan. 3 matchs. En 2002. New Japan ou All Japan? Alors, je vais reformuler, il a été catché au Japon. Voilà. Je crois que c'était la All Japan. Je veux pas dire de bêtises, donc c'est toi qui es plus calé que moi, mais donc il fait 2-3 matchs là-bas. Il faut savoir qu'il apparaît un petit peu dans les médias parce qu'il est il joue dans les Griffins. Oui, c'est vrai. Il est un prisonnier dans les Griffins. La série animée, il est dedans. Family Guy, merci. Il apparaît aussi dans un épisode de La Croisière s'amuse, mais Nouvelle Vague. Encore une fois, un new. Ouais. Ça, c'est en 98, mais c'est de la merde. J'ai vu aussi que, comme il était passionné d'automobile, il a fait beaucoup d'émissions au niveau automobile parce qu'il a une collection énorme de vieux modèles de voitures. C'est sa passion. Et des voitures qui ne sont pas commercialisées. Moi, je suis déjà tombé sur une de ses émissions. Vous pouvez tomber dessus sur Moteur. Je sais pas si ça existe encore, la chaîne Moteur. Mais je suis tombé dessus 2-3 fois. Tiens, putain, c'est Goldberg qui présente. Oui, parce que il est passionné de vieux modèles de voitures. Et comme je vous dis, il avait une grosse collection. Je pense qu'il avait genre une vingtaine de voitures. Ouais, c'était un gros fan. fan. Des trucs pas du tout commercialisés, des trucs qui n'existent plus. Des vraiment collectionneurs. Et Sina aussi collectionne beaucoup de voitures. Oui. Et pour revenir au côté business de Goldberg, post-WCW, quand on va arriver à son run de 2003, tout ça, mais ce n'est pas quelqu'un qui avait besoin d'argent. Je précise. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours su gérer le business et gérer sa carrière et gérer ses finances. De toute façon, c'est pas l'un des catcheurs qui a brûlé les deux bouts. Ric Flair. Ric Flair, c'est divorce. Oui, mais comme tu dis souvent, Ric Flair, il paye le PIB du Yémen en pension alimentaire. Merci. Voilà, parce que pour te paraphraser. Merci, parce qu'il faut se dire qu'en Amérique, souvent, je pense que c'est pareil en France, mais je ne sais pas. Je sais que quand tu divorces, la personne qui vit avec toi doit garder le même train de vie. Oui. Donc, Ric Flair paye des pensions alimentaires, pas pour ses enfants, pour ses ex-femmes, pour ses ex-femmes gardent le même train de vie. C'est ça. Vous pouvez d'ailleurs trouver un tout petit aparté de 30 secondes où il y a eu cette histoire-là quand Tony Parker a divorcé d'Eva Longoria. Où en fait, on s'est rendu compte que finalement, Eva Longoria gagnait plus que Tony Parker, donc il n'y a pas eu de jugement. Mais à un moment, il y avait cette discussion-là. Pour que ta vie continue. Voilà. Bon, après, Eva Longoria, actrice, donc elle n'avait pas de problème d'argent. Mais c'est documenté. Du coup, on en a fini avec ces histoires de coucherie et de divorce. Donc, on est le lendemain de WrestleMania 19. The Rock est sur le ring, à Raw. Il est en train de faire un concert parce que c'était à l'époque où il faisait plein de concerts. C'était l'époque mythique de Hollywood Rock. Ouais. Et qui arrive pour stopper le concert? Goldberg. C'est une pop de dingue. Moi, je l'ai vu en direct, ouvrez les guillemets, enfin en 2 points en direct sur RTL9. Je l'ai vu vraiment à la télé arriver sur RTL9. Quand je dis en direct, c'est une blague, mais je l'ai vu vraiment arriver. Et là, c'est la première fois que je vois Goldberg. Les gens sont fous. Il y a des signs Who's Next partout.
Il met un spear à The Rock. En plus, le ring, il a le tapis rouge sur le ring. Oui. Parce que les concerts du Rock se faisaient sur tapis rouge. S'il lui dit tu es le prochain. The Rock, est-ce que tu veux savoir qui est le prochain? Ouais. You're next. The Rock, il fait le malin et boum, il le claque en deux. Le spear est exceptionnel. The Rock le vend bien en se tenant le bide, en hurlant et tout ça. The Rock qui vend bien, c'est un peu un euphémisme. Oui. Alors, juste, The Rock et Goldberg sont des grands amis. Oui. Je pense qu'il y a eu plusieurs discussions pour faire venir Goldberg à la WWE qui ont toujours été, Sans suite. qui n'ont jamais allé au bout, merci. Et à ce qui paraît, c'est un peu, C'est The Rock qui voilà. a poussé McMahon à dire fais-le venir. Allez, Goldberg, je pense qu'il a poussé des deux côtés. Parce qu'en plus, Steve Austin avait eu la veille sa retraite non dite. Oui. Parce qu'à WrestleMania 19, The Rock bat enfin Steve Austin alors qu'il avait toujours perdu contre lui. Et dans le ring, ils se font un câlin et tout. Voilà. La plupart des gens ne savaient pas que c'était l'avant-dernier match, parce qu'il y a eu un match troll plus tard de Steve Oui, Austin, face à Bischoff, et puis le match face à Kevin Owens. derrière. Après. Plus loin. Mais du coup, alors, l'arrivée de Goldberg, et ça, je trouve que c'est dommage, elle est teasée à WrestleMania 19. Oui, il y a un clip. Il y a un clip, parce que pour avoir regardé le DVD plusieurs fois, on le voit, le clip. Donc c'est bien parce que ça permet à la foule d'être préparée et de préparer les pancartes, les affiches et tout, c'est super. Mais d'un autre côté, ça casse la surprise. Oui, ils auraient pu faire une vraie surprise. Hein. Donc Goldberg arrive, il a la première rivalité face au Rock, à Backlash. Ça leur mène à un combat à Backlash. Le combat est loin d'être exceptionnel, mais... En fait, le combat, c'est pas qu'il est loin d'exceptionnel, il est bon, mais en fait, c'est un peu le The Rock Show, quoi. C'est Goldberg est vraiment un peu en... Bah, il est rouillé déjà. Il est un peu en arrière-plan, il est un peu rouillé. Il est en arrière-plan parce que The Rock, comme je dis, je suis pas un gros fan du Rock. Je fais partie des mecs qui est pas un gros fan de lui. Maintenant, je redécouvre les trucs anciens qui me font beaucoup kiffer tout ça. J'ai détesté tous ses retours 2011, tout ça. J'ai vraiment détesté quand il est face, quand il prend le snap punk et tout ça. J'ai vraiment détesté. Il avait été contre John Cena. Moi, c'est vraiment pas mon délire. Là, je l'aime beaucoup en tant que final boss. Parce qu'en fait, The Rock, maintenant, et déjà à l'époque, en fait, ce run d'Hollywood de Rock, il est heel et je le trouve exceptionnel. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il est méchant. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, il est d'une pertinence incroyable en tant que final boss. Complètement d'accord. Voilà. Et alors, c'est aussi ça, c'est le normalement dernier match de The Rock. C'est-à-dire qu'après, on sait qu'il part vers le cinéma. À l'époque là, The Rock, il a déjà fait Bah, c'est aussi son avant-dernier match avant son retour en 2011. Oui, mais quand il vient aider à WrestleMania, je suis pas sûr qu'à la base, c'est prévu depuis des années. Non, non, ça on voit que ça a été fait au dernier moment parce que il vient donner un coup de main à Mick Foley. Voilà. Barbiche, il est un peu rouillé physiquement, il est plus mince. C'est-à-dire que, alors pour rester sur le cas de Goldberg, je pense qu'en fait, il passe le relais à Goldberg. Je m'en vais à Hollywood, il y a une place de main eventer qui va se libérer pour toi, c'est bien, tout le monde est content. Goldberg, il signe, je crois, un contrat d'1 an, je sais pas s'il signe pour plus, mais... Un an possiblement renouvelable. Je pense que ça doit être ça, Et moi, ce que j'apprécie énormément dans le run de Goldberg, dans ce premier run de Goldberg, c'est qu'à la différence de Scott Steiner, autre superstar de la WCW, qui signe son contrat qui arrive en novembre et qui est tout de suite face à Triple H le lendemain. Qui est tout de suite en main event. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que Scott Steiner a perdu face à Triple H au Royal Rumble. Enterré. Ouais, non mais, bon, après, il pouvait pas, on en a déjà parlé. C'est fini pour Scott Steiner. Au moins, Goldberg, première rivalité face à The Rock. Deuxième rivalité face un petit peu aux Canadiens. C'est ça. Lance Storm, Christian, et ça mène au combat face à Jericho, où là, justement, t'as envie de parler de ça. C'est ça. Alors déjà, tous les héros précédant ce show, il y a des très très bons segments. J'en parle souvent. Un de mes spears préférés de Goldberg, c'est quand j'en ai parlé dans la vidéo des 14 €. Sur Christian. Parce qu'on parlait de Nuzio, ouais, c'est le spear qu'il met sur Christian. Elle est magnifique. Qui est ouf. C'est mon fond d'écran. Ouais, où Christian est a encore les cheveux longs et son singlet. Ouais, non mais c'est exactement ça. C'est vraiment son fond d'écran. C'est vraiment mon fond d'écran de téléphone. Donc il est en mid-card, donc c'est très bien. Donc pour vraiment le montrer. Pour démarrer, c'est parfait. Parfait. Et en fait, du coup, on décide de le mettre face à Chris Jericho. Je sais pas si c'est par rapport à ce qui s'était passé à WCW, on le dit, on va le mettre contre Jericho. Le match est vraiment très bon. Et c'est là où je vous dis que Goldberg dans le ring est quand même sous-estimé. Parce que il fait un selling du bras. Où Jericho le tartine sur le bras pour pas prendre le spear. Et du coup, Goldberg fait le match à un bras tout le long. Tout le long, même les Irish Whip. Même la fin, quand il célèbre.
Il lève pas le son bras. Il y a un truc marrant aussi à la fin est-ce que c'est à la fin de ce match? Je crois que oui. Où ils sont obligés de vite couper sa célébration hors du ring. Parce qu'il se prend la tête avec un fan déguisé en tigrou. Ah, je sais pas ça. Ça, tu sais. En tigrou ou en frosties. Un truc à la con. En tennis de Tiger, je sais plus trop quoi. Et en fait, comme il est face, il doit pas se prendre la tête avec des gens publics. Et bref, c'est un peu marrant. Mais je sais plus si c'est la fin de je crois que c'est la fin de ce match-là, mais j'ai rien voulu. Mais tu avais une anecdote par rapport à Chris Jericho. Ouais, anecdote et qui emmène encore une fois, parce qu'on est là vraiment dans le thème pur et on va y arriver à notre bon Triple H. Parce que le Goldberg a très mal réagi en backstage avec Jericho. Ils ont eu une altercation, donc je sais plus ce qui emmène, genre il a dû le traiter de petit ou un truc comme ça. Vraiment, en fait, Goldberg avait encore plus ou moins malgré tout la mentalité WCW qui l'a desservi. Et en fait, il commence à en venir en main avec Jericho et Jericho arrive à le coucher. Il arrive à le prendre en guillotine. Si vous connaissez un peu le MMA, vous savez ce que c'est. Bah, Roman Reigns l'a utilisé en tant que finish pendant pas mal de temps. Et du coup, il passe pour un con, quoi. Il passe pour un con parce qu'il fait le double de Jericho, quoi. Alors, il passe pour un con backstage. Oui, parce que ça, on l'a su bien plus tard. On l'a su beaucoup plus tard. Voilà. Mais c'est dommage. Parce que c'est un truc qui sort dans tous les terres de Goldberg, ils s'en servent, quoi. Et derrière, ça c'est sûr backstage, et le leader au locker room, c'est Triple H, qui décide de faire un tribunal de catcheurs en mettant Goldberg en tant qu'accusé, et devant tout le roster, il lui fait dire Jericho est plus fort que moi, c'est un bien meilleur catcheur que moi. Donc vraiment une humiliation publique, quoi. Bah, en termes de talent numérique, c'est pas faux. C'est pas faux, mais de le faire dire comme ça aux yeux de tout le monde, franchement, ça fait mal quand même. Ah bah de toute façon, on est à la période où Triple H, alors il a enterré Kevin Nash, Booker T, Kevin Nash, Scott Steiner. Là, la prochaine star WCW qui arrive, faut que je me la cogne. Voilà, c'est pour moi. La seule différence, c'est que, on en revient sur ce que je disais, sur ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que Goldberg, à la différence des autres, Booker T, il était un petit peu en dessous quand même en termes de notoriété. Goldberg, il a encore l'âge, le corps, quelque chose pour qu'on la WWE en fasse quelque chose. C'est ça, il avait encore le statut, lui. Bon. Donc, c'est pour ça que Triple H, il allait pouvoir l'enterrer, mais pas complètement. Il y a un moment quand même ou un autre où Triple H, il allait devoir se coucher. Il va devoir se coucher. Le problème, c'est que c'est au premier match où c'est l'une des pires décisions ever. On va y venir. Alors, on va y venir. Déjà, je tiens à dire que ce qui était vachement bien, tu parlais des segments. Moi, il y a le match face aux 3 minutes warning, où en fait, il vient aider Booker T. Ah, je vous conseille d'aller voir ça. Hein. Où il vient aider Booker T, où ça, c'est super. Où là, vraiment, c'est comme ça que Goldberg doit être booké. Parce qu'il explose Rico, il explose Rosie et il explose Jamal. Et il passe Rosie à travers la barricade. C'est exceptionnel, ça c'est génial. Oui. Il y a tous ces segments-là. Alors le spear sur Christian, parce qu'en fait la rivalité, c'est Lenstorm qui a failli écraser... qui a fait une tentative de meurtre. Sur Goldberg en tentant de l'écraser. Puis finalement, il s'en prend à Christian, il s'en prend à Lenstorm avant de savoir que c'est Jericho le patron. Ça c'est super. C'est super, ouais. Moi je me souviens très fort de ce segment où on voit Steve Austin qui était le commissaire à l'époque. Donc le second général manager avec Bischoff. Et qu'ils ont fait une séance d'interrogatoire à Lenstorm. Donc il y a les deux gros chauves bourrins qui mettent la pression aux Canadiens pour qu'ils balancent c'est qui le chef de... Et puis ça amène de l'attaque. Et ça c'est super. Après, on arrive, il y a une Elimination Chamber. Oui. Il faut 6 participants. Avant ça, je veux aussi parler que tu m'en as parlé en off, donc du coup je le mentionne. Vas-y. Parce que avant d'arriver là, c'est que tu as dit c'est dommage qu'ils ont voulu trop humaniser Goldberg. Bah oui. De le mettre dans des segments où il est plus humain. Et il y a un segment catastrophique. Avec la perruque. C'est ça, avec Goldust. Mais ça, c'est au tout début, hein. C'est au tout début où on le met dans un segment comique où Goldust lui met la perruque sur la tête. Et là, Goldberg, il doit le shooter. Mais logiquement, oui, Goldberg doit l'attraper et il doit le casser en deux, quoi. Moi, quand je te disais les segments plus humains, c'est que même, en fait, il s'est souvent fait, tabasser par l'évolution. Oui, on y reviendra. Et c'est pas ce qu'il fallait. Non, c'est pas ce qu'il fallait. Alors. Qui se fasse tabasser à la fin de SummerSlam, on va y venir tout de suite, pas de problème, je peux comprendre. Enfin, je peux même comprendre. Si la décision est pas bonne. La décision est pas bonne, mais on décide de, mais que à tous les héros, ils en prennent plein la tronche, parce que les mecs sont 4, que il est tout seul. Alors de temps en temps, t'as Shawn Michaels qui vient l'aider. Et puis ça, je trouve que ça, ils ont voulu le faire humain.
et il fallait qu'il continue à casser des têtes. Oui, en fait, ils l'ont fait paraître trop faible alors que le gars dans le ring, il montrait qu'il n'est pas. Voilà. Donc en fait, c'est pas cohérent. Donc on arrive Et justement. en fait, il le montrait pas intelligent, en fait. Voilà. Le gars se faire toujours beatdown, de se faire toujours choper en guet-apens. C'est bon, il y en a marre, quoi. Voilà, à un moment. Voilà, au bout d'un moment, ils veulent te choper en guet-apens. Alors Là, je tu vais. fais éteindre des lumières et là, tu les tabasses à coups de chaise. Ça m'embête de le dire maintenant parce que j'aurais voulu qu'on parle de SummerSlam avant de dire ce que je vais dire, mais si je le dis pas, je vais l'oublier. Ils ont réussi, ces bandes de cons, la WWE, alors c'est bien, et c'est pas bien, à me faire peur pendant l'entrée de Goldberg. Parce qu'un jour, Mark-Henry attaque Goldberg pendant son entrée, et je me suis dit, maintenant, chaque fois qu'il va y avoir l'entrée de Goldberg, je vais me dire, il va se faire attaquer. Ah oui. Alors, je peux comprendre que c'est super, mais d'un autre côté, ça casse l'entrée de Goldberg. Et ça casse l'entrée mythique et l'aura. Ça casse l'aura. Que tu le fasses attaquer une fois qu'il est dans le ring, dans le dos par Mark-Henry, ok. Mais là, dans son entrée, laisse profiter les gens. Voilà, c'est ça en fait. L'entrée de Goldberg, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'une des meilleures. Et là, c'est l'une des meilleures entrées qui soit. Et là, tu lui fais casser l'entrée. Mais avant ça, je veux qu'on parle de SummerSlam. Et encore avant SummerSlam, je voulais parler un peu de Mark-Henry justement. Alors Mark-Henry, c'est après. Ah, c'est après. Ah bah, c'est après. T'en parleras. C'est après SummerSlam en fait. Il décide d'avoir l'Elimination Chamber et d'avoir les 6 catcheurs. Mais en fait, Triple H, il est contre l'évolution. Mais c'est pas encore là Il est avec l'évolution plutôt. Enfin, il est contre. Non, mais je parle Triple H. Goldberg, il est contre l'évolution, mais c'est pas encore là le point vraiment. Oui, parce que là, à l'époque, on est encore dans l'évolution à 3. À 3. Batista est pas là. Voilà, il arrive plus tard. Donc c'est Randy Orton, Ric Flair et Triple H. Que Goldberg soit dans l'Elimination Chamber, c'est normal. C'est totalement normal. Et de toute façon, c'est on va dire c'est une sélection de catcheurs dans l'Elimination Chamber. Tout est pertinent. Voilà. Donc je vais vous poser le contexte. Donc les catcheurs qui sont dans l'Elimination Chamber, donc forcément Triple H qui est champion du monde poids lourd. Goldberg. Shawn Michaels qui est toujours aux alentours de l'évolution, tout ça. Donc oui, parce qu'il est toujours là, ouais. Ouais, toujours là. Randy Orton, qui est, donc du coup, Triple H a un allié dans le Chamber. Y2J, qui est Premier Event, il venait d'affronter Goldberg un peu avant, donc du coup, forcément, lui, il est là. Et il était en rivalité contre Kevin Nash. Donc c'est normal qu'il soit là. Kevin Nash, il a les cheveux courts à ce moment-là, donc ça, je le trouve horrible. Ça lui va pas du tout. Et pour continuer dans le contexte, Triple H est legit blessé dans le match. Donc quand vous voyez ce match, c'est normal qu'il ne fait rien. C'est pour ça qu'il ne catche pas. Et en plus, il a ressorti sa tenue qu'il avait contre Scott Steiner, c'est son pantalon de noir, merde là. Ouais, noir brun là. Pantalon, ouais. Son cycliste dégueulasse. Ouais. Alors, et en plus, on voit qu'il est pas bien, qu'il est gros, tout ça. Goldberg, il en est. Alors, Kevin Nash s'est fait éliminer avant. Oui, avant que Goldberg rentre. Voilà, Goldberg il est éliminé. En fait, les deux qui commencent le match, forcément, on met les deux Warcraft qui commencent le match dans l'Elimination Chamber, donc c'est Shawn Michaels contre Jericho. Voilà. Pour donner des petites vibes qu'on aime bien. C'est Jericho qui passe que Goldberg passe à travers la vitre. Exceptionnel. Ouais, mais c'est après ça. Oui, non, mais. Donc, je fais vraiment Vas-y, alors excuse-moi, vas-y. Donc, du coup, Kevin Nash rentre, donc, du coup, qui s'en prend avec Jericho, ce qui est normal, tout ça. Randy Orton rentre derrière. Goldberg rentre avant Orton. Non. Randy Orton rentre dans le match aussi. Il y a une combinaison qui fait que Shawn Michaels et Chris Jericho imitent Kevin Nash. Donc, switch musique de Shawn Michaels pendant que Jericho fait un Southern Flip. Voilà, on se débarrasse de Kevin Nash, c'est bon. Randy Orton essaie il rentre, je crois, même à ce moment-là. Et il essaie de faire son superbe crossbody. Et là, arrivé Goldberg. Là, ce match-là, moi j'adore. Enfin, j'aime pas la fin, voilà. Mais là, quand il rentre dans l'Elimination Chamber, c'est Hulk qui rentre dans. Hulk, il les débranle tous. Sauf Shawn Michaels, pas tout de suite. Parce que pendant qu'il est en train de dégommer Randy Orton et Chris Jericho, Triple H rentre. Non. Si, Triple H est censé. Il rentre. Oui. Parce qu'en fait, il est censé rentrer. Sauf qu'il se prend direct à switch musique. Et il retourne dans sa cage. C'est ça. Il peut rien faire. Et t'as Ric Flair après qui empêche la porte de s'ouvrir. C'est ça. Ok. Donc du coup derrière, comme tu as dit, Goldberg il passe Jericho à travers magnifique. Le pod, il le défonce. Il doit découper. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, tu as donc il s'approche de la cage de Triple H. Du pod je me demande s'il explose pas la cage à coups de pied. Si, il explose pour faire sortir Triple H. Et là, t'as un marteau qui apparaît. Lui, Ric Flair fait glisser le marteau. Goldberg le voit pas. Il se prépare pour faire son spear. Et au moment où il se jette pour son spear, coup de sledgehammer. 1, 2, 3. Mais oui, et après, il le menotte à la. Et il le défonce. Et il le dégomme. Et le truc, c'est que c'est la décision, c'est là où je me dis que c'est une des pires décisions ever, c'est que Triple H, tu m'as donné l'anecdote que je ne savais pas.
C'est un petit peu, c'est juste à poil après. Juste après, L'anecdote que je te dis, je te l'ai dit après. Donc le Triple H est blessé legit. Il est champion du monde. Donc la logique, il doit drop le titre à ce moment-là, parce que le gars pour aller se soigner ou ce que tu veux. Non, il le garde encore. Il le garde encore. Goldberg se fait baiser. En plus, il repasse pour un débile parce qu'il le voit pas venir, le coup de marteau. Il le voit pas venir. Donc il repasse encore pour un con. Il passe pour un con. Le beatdown, même s'il est bien fait, T'as pas envie de voir ça. T'as pas envie de voir ça parce qu'en plus Triple H, comme je dis, comme il est blessé, il ne fait rien du match. Tu as pas Donc, envie. Du coup, c'est un vol. C'est le mec n'a rien à foutre dans le match et il vole le match en ne faisant aucune action. C'est-à-dire que quand on dit le run de Goldberg est nul en 2003-2004, il est aussi nul parce que ça. Oui. Mais c'est pas à cause de Goldberg là. C'est les politiques. C'est la politique et encore une fois, on revient, c'est pour ça qu'on dit Reine de la Terreur, c'est qu'à l'époque Triple H c'était vraiment le chef de Raw. Ah oui. Vraiment, et comment c'est le beau-fils de Vince. Il devait lui dire, il fait tu dois peut-être donner un petit peu, peut-être Vince lui disait tu dois donner un petit peu, il fait ouais mais t'as gagné mon dédartoire Vince. Ouais. On a battu la WCW. Non mais de toute façon c'était voilà. pas... Là de toute façon. On va les coucher quand même. Je pense que Triple H, de toute façon, c'était pas possible pour lui sur son premier match avec Goldberg de le perdre. Ouais. Il voulait pas le perdre. Après, c'est là où je vais en venir à ce que alors. Ouais, mais du coup, il casse la crédibilité de. Complètement. Mais il s'en fout, c'est ce qu'il voulait. De toute façon, la WWE n'a pas voulu une seule fois booker Goldberg comme il fallait. Comme on dit à Triple H, maintenant on en dit beaucoup de bien, et nous aussi, il faut pas croire qu'on le déteste. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le despote qui croit être. Mais c'est l'alpha et oméga, c'est lui qui commande tout. C'est ça, il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Je pense que c'est là où il est vraiment égomaniaque. Déjà, derrière, il s'est calmé. Déjà, dans sa tête, déjà, il y a un truc. Ça, c'est pas kayfabe. C'est legit. Tous les jours, quand il y a Ric Flair dans son dos, dans l'oreille, t'es le meilleur Triple H, t'es le meilleur Triple H, t'es le meilleur Triple H. Je pense que ça lui est monté vraiment au crâne. Oui, c'est vrai. C'était au début. Non, mais t'as raison ce que tu dis. Et je pense que d'entendre Ric Flair lui dire ça systématiquement. Et je pense que Vince lui disait aussi, parce que à l'époque, toutes ces vraies grosses stars sont parties. Steve Austin n'est plus là, The Rock vient de partir. Il n'y a plus personne. Taker est là, mais non, Taker n'est même plus là à ce moment-là. Il est il est maintenant. Non, il est blessé. Ah non, il est enterré par. Non, il est enterré. C'est après l'entrée. L'enterrement par Kane. Mais Tasso, quand il se fait enterrer par Kane, il est pas là. Voilà, il est pas SmackDown de toute façon. Donc du coup, il doit se dire le champion de mon show principal, c'est Triple H. Je veux enlever l'image de la WCW parce qu'en plus on a mis le titre poids lourd dessus. Donc Vince McMahon, je pense qu'il l'a à travers la gorge. Et donc du coup, il se dit, c'est mon beau-fils, c'est lui la star. Stop, il y a pas d'autre chose. C'est lui le plus gros drôle du show. C'est lui qui a tout, il a eu tous les titres, il a tout eu. Ouais. C'est Triple H qui commande, c'est tout. C'est tout. Triple H, il prend le gratin, le fromage, il prend tout et c'est fini. Voilà, c'est ça. C'est quand il se sert à la cantine, tu passes derrière lui, tu n'as plus de fromage sur ton gratin complet. Donc après, je sais que un Raw ou deux après, Triple H, il est dans le ring. Il n'y a pas l'évolution parce qu'il dit, j'ai pas besoin de l'évolution pour quoi que ce soit. Et il a une affiche où il la dévoile avec plein de ballons où il vient fêter la fin de carrière de Goldberg. Je t'ai démonté, je t'ai flingué, je t'ai tué. C'est déjà fini. Et du coup, Goldberg vient, lui met sa prise de finition, j'ai plus un jackhammer, merci. Et donc c'est là où on part sur en fait le match Goldberg contre Triple H où Goldberg dit où Triple H dit il n'y a pas d'évolution. Mais si Goldberg tu perds, ta carrière est finie. C'est over. T'as oublié une anecdote qui fait que Triple H est blessé et que il y a une autre raison où normalement il aurait dû donner le titre. C'est après. C'est encore après. Alors en fait, c'est pas. Alors l'anecdote que tu veux que je dise, c'est quand Triple H est pas là parce qu'il va tourner un film. Voilà. C'est ça. Alors Triple H tourne le film au moment où en fait il promet les 100 000 euros, les 100 000 $. Ah oui. C'est au moment où il promet les 100 000 $, où tu le vois pas pendant 2 ou 3 fois. Et à la télé. Il a pas le titre. Voilà, c'est parce qu'il est parti tourner Blade Trinity. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'en fait le mec il est blessé face à SummerSlam, mais quand même il veut pas perdre le titre, mais il sait qu'il va devoir le donner parce que pendant quelques semaines il va pas être là à cause du tournage. Donc il fait le job. Alors je mets des grosses face à Goldberg parce que le match que Goldberg gagne contre Triple H se dégage. Enfin, oui, c'est honteux. 1, 2, 3. Au moment du pin. 1, 2, 3. Goldberg gagne le titre. Triple H se barre. Il ne vend même pas. Il ne vend même pas les doubles prises de finition de Goldberg, quoi. Et donc là, alors le match. Ça c'est lunaire. Ça c'est vraiment ça c'est. J'ai vu. Je vais vous donner une anecdote de catch indépendant. Vas-y. Où c'est vraiment une mentalité de terme de connard, quoi. Ah, de pute. Le dernier catcheur que j'ai vu faire ça, c'était Austin Harris. Est-ce que tu vois qui c'est Austin Harris? De nom, oui. Il avait catché un tout petit peu. Ouais, de nom, je vois, ouais.
Le mec là, c'était un excellent catcheur, mais par contre une mentalité dégueulasse sur pas mal de choses. Il est rentré dans pas mal de politique. Et en fait, c'était à la TNA, Impact, c'était encore Impact, où il doit dropper le titre à John Morrison, qui Oui. était Johnny Impact. Et pareil, fin de match, il prend la prise de finition, 1, 2, 3, le mec se lève instantanément, limite fait un doigt d'honneur, baragouine 2-3 trucs, et se casse. C'est tellement pas professionnel, quoi. Ah non, mais c'est ignoble. C'est Alors, ignoble de faire un truc comme ça. juste pour vous donner une idée. Donc, c'est Unforgiven. Unforgiven. Voilà. Parce que là, j'ai dit mais j'ai pas fini j'ai pas dit tout ce que je voulais dire sur le match. Le match dure 16 minutes. Entrée comprise. Donc, parce que Triple H, il est encore, blessé. Il peut pas. De Ouais, toute façon. il est encore capoute, ouais. Il est encore capoute. Donc, Et comme tu le dis souvent, c'est pas son copain en face, donc il va pas se sentir. mais c'est ce que j'allais dire, c'est que le Triple H, en plus, il a enterré tous les mecs de la WCW jusqu'à Goldberg. Là, il est obligé de donner le titre parce qu'il doit partir quelques semaines. Il va pas se sortir les doigts. Non. Hors de question. Donc, il perd. Je sais qu'après, il y a 2-3 segments où ils ont encore un rematch, il me semble. Mm. Je crois parce que Goldberg, il a le titre pour 3 pay-per-view. Oui. Donc, il doit encore une fois gagner une fois Triple H. Et après, il y a cette fameuse histoire. Bah, c'est Armageddon. Armageddon. Il le bat à Armageddon, je crois. Alors Goldberg, ou alors il bat Armageddon et le match contre Unforgiven, c'est le rematch. Ouais. Ça doit être Il y a un truc comme ça. dans ce temps-là. J'ai pas, parce que de toute façon, Non, c'est Unforgiven et ensuite Armageddon. Voilà. Armageddon, c'est décembre. Normalement. voilà, bah, enfin, il y a toute cette histoire-là. Non, parce qu'il gagne. Non, en fait, c'est ça. Il perd Armageddon. Oui, contre, avec Kane. Avec et Kane, voilà. et en fait, il conserve sur Series. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Et c'est entre les Survivor Series et Armageddon. Non, ou c'est entre, entre ces 3 pay-per-view, Triple H doit s'absenter quelques semaines pour aller tourner Blade Trinity. Et donc, c'est là où où il dit ce que je disais tout à l'heure. Je propose $100,000 à celui qui casse Goldberg. Goldberg. Et c'est là que Mark Henry intervient pendant une de ses entrées. Avec Rodney Mack. On a vu aussi Mark Jindrak, tu as vu tout à l'heure, Oui. qui essaye d'attaquer Goldberg. C'est Shawn Michaels qui vient défendre Goldberg. Shawn Michaels Ça se a pas prend de un sens. spire. Ça a pas de sens. C'est un truc ça qui m'aurait. Alors il fallait savoir que Shawn Michaels, ça faisait plusieurs semaines qu'il venait faire chier l'évolution en aidant Goldberg. Oui. Ça date pas d'une seule fois, Oui, mais oui. c'est n'importe quoi. Oui. C'est n'importe quoi. Parce que les deux n'ont rien à voir ensemble, en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'autre rivalité à Raw qui était l'une des plus vues? Eh ben c'était Kane face à Shane McMahon. Donc Kane. On en reparlera dans l'émission. Voilà. C'est pour ça que je veux pas. Kane qui gagne la rivalité face à Shane McMahon. Ah, sur Your Series. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on dit à Kane, Kane dit je veux un match pour le titre. Et c'est dans ce même show où il gagne contre Shane et il me semble qu'il enterre le Taker en aidant Vince McMahon juste après. Alors je crois que c'est. je pense que c'est le même pay-per-view. Hein. Possible. Je dis peut-être des bêtises, les amis. Mais on vérifiera pour l'émission. On vérifiera pour l'émission de Kane. C'est ce qui rend cohérent. Crédible Kane à fond parce qu'il a gagné sa rivalité violente. Plus il a enterré son frère, donc il peut venir réclamer le médaille. Alors après, il faut savoir que Kane, je fais 2 minutes de digression, après je reprends le fil. Kane, c'est sûr que par rapport à l'évolution, il est toujours à côté. C'est contre Triple H qui se démasque. Oui. Comme j'en parlerai beaucoup dans l'émission sur Kane, parce qu'on reste dans le domaine de l'intérieur, Kane, il est un des plus gros rivals de Triple H. Voilà. Il fait peur, démasqué, il fait peur. Il a cette rivalité avec Shane qu'on rentrera dans les détails la prochaine fois. Et là, du coup, en fait, Kane, il va voir Bischoff et il dit, moi, j'ai gagné ma rivalité, je suis invaincu depuis un certain temps, je veux un match pour le titre. Et Bischoff, il lui dit, non, il y a quelqu'un d'autre devant toi, ou pas tout de suite, ou machin. Et du coup, Kane va mettre la chaise, je crois qu'il met la chaise autour de Shawn Michaels et il l'envoie en vacances pendant 6 mois. Ouais. Shawn Michaels, il avait besoin d'être un peu en vacances, tout. Et donc, on se retrouve à un match où où Triple H, Kane et Goldberg. Alors, vous imaginez déjà le niveau de work rate des 3, parce que des 3 là sur le ring, c'est exceptionnel. Non, mais il y en a, il a un work rate hyper élevé, mais il a pas envie de bosser, donc. Non, mais Triple H, de toute façon, je pense qu'il est encore quand même sur la fin de sa blessure. De toute façon, il est contre Goldberg. Il va pas faire de miracle. On a oublié un petit truc durant cette période-là, c'est aussi les débuts de Batista. Oui, alors oui, non, mais j'allais y venir justement, parce que je voulais dire avant de ça, c'est vrai que c'est Batista qui a les $100,000. Oui. Batista, et qui rentre dans l'évolution. Mais sauf que Batista se blesse peu de temps après. Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, l'évolution finale arrive l'année d'après. Donc voilà, il remporte à Unforgiven, remportant son premier titre personnel dans la fédération,
Et lors d'Armageddon, il perd face à Triple H, ne conserve pas son titre. Voilà, Donc finalement, c'est il ça, n'a pas ouais. grand-chose, hein, Ouais. Goldberg. Hein. Il a vraiment pas Il a 3 mois grand-chose. d'année. Il a 3 mois Il a d'année. 3 mois et c'est tout. Et ce match face à Kane, moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est le finish. Le finish est honteux, les amis. Pour revenir, ouais, donc le match est pas bien. Parce que comme j'ai dit, Triple H ne veut pas travailler. Kane fait ce qu'il peut. Lui, il fait le job. Par contre, Kane, on peut jamais lui enlever, il fait le job. Et Goldberg, je pense qu'il s'en rend compte. Il commence vraiment à s'en rendre compte, on le prend pour un con. Mais de toute façon, je pense qu'après SummerSlam, déjà, il s'en rend compte. Oui, oui, déjà même après ça, mais je pense que là, c'est c'est pour ça que le mec n'essaye même pas de, on va dire, le gars, il avait le pouvoir de se dire, non, mais vas-y, on fait un vrai finish, quoi. J'accepte pas ça, quoi. Il perd sur un chokeslam de Kane. Alors que, Plus personne ne perdait dessus. oui, alors que la rivalité d'avant de Kane, c'est Shane McMahon, que Shane McMahon résiste à 2 chokeslam, et qu'il lui faut un tombstone sur le béton pour être fini. Et là, Goldberg perd sur un chokeslam Goldberg. Mais là, l'histoire qu'il y a eu, c'est déjà, il faut se dire que c'était vraiment ces périodes-là où à Raw, Goldberg, il se faisait souvent passer à tabac par toute l'évolution. Toutes les semaines. Plus avec l'apport de Batista, ou en termes d'enfanceur, tu peux dire le mot, j'arrive jamais. De Enforcer. D'enfanceur, merci, c'est quand même assez impressionnant. Oui. Donc forcément, Goldberg, eh ben, j'ai l'impression qu'en fait, ils avaient fini, ils avaient pété sa crédibilité. Ah oui, complet, oui. Donc, il est là, Heureusement que le public était toujours derrière, parce que, et encore. et encore, parce qu'en fait, le public était, mais déjà, quand il porte le spear sur Shawn Michaels, ça fait mal, parce que les publics n'ont pas envie de voir ça. Moi, ça m'a fait chier quand j'ai vu mettre le spear Bah, à je crois Shawn qu'il se Michaels. fait huer, hein. Il se fait huer. Et après, il y a toute cette, mais je pense qu'en fait, Goldberg, ce qui le tue, c'est déjà SummerSlam, ce qu'on disait tout à l'heure, et ensuite, cette accumulation de mauvais matchs face à Triple H, ces mauvais matchs avec Kane à l'intérieur, et qu'en fait, tous les fois à Raw, bah, il est plus dominant. Oui. Alors qu'il fallait qu'il soit dominant. Et ça, et donc du coup, là on va repartir backstage, c'est à ce moment-là que Goldberg dit, moi je finis mon contrat. Et je reviens pas. Enfin, je continuerai pas. Je ne continuerai pas, je ne renouvellerai pas, parce que, voilà. Et de toute façon, ça se voit, parce que en fait, derrière, ça amène la rivalité contre Lesnar. Alors ouais, et puis alors il faut savoir aussi une chose, ça aussi c'est un petit truc là, c'est moi qui t'apprends des choses aujourd'hui. Oui. Si Goldberg, à la fin de son run WWE, il a une barbe immense, Ah ben, j'allais en parler de ça. c'est parce qu'il allait tourner un film. Ah, c'est pour ça, moi je pensais que c'est parce qu'il n'avait plus rien à Ah foutre. non, c'est parce qu'il allait tourner le mauvais Père Noël. D'accord, ok. Bah, Comment ça, plomber ça- sa carrière au cinéma. Ouais. C'est pour ça qu'il, parce qu'il, ça- Après, ils l'ont tous fait, hein, même The Rock. Oui, maintenant, oui, c'est lui qui mais vend The ça, Rock, il c'est a lui tourné qui la vend ça. tête des dents, hein. Et sauf que Goldberg, il s'est arrêté à ça, puis après il a fait les Looney Tunes passe à l'action. Non mais je suis C'est vrai. calé hein, en carrière Ouais. cinématographique de Goldberg. Hein. Ouais. Ce qu'il a mis sur Alcatraz 2 aussi, c'est pourri jusque t'imagines pas à quel point. Par contre, on a un film qu'on aime bien tous les deux. Ah, moi, mi-temps ou mi-tard, ça, je le défendrai jusqu'à ma mort. Ouais, c'est un très bon film. C'est rigolo. Très fun. C'est très fun. Voilà. Alors, j'en parle après. Voilà. Mais du coup, Goldberg, je pense que, ouais, au moment alors là, ce qui lui sauve, en fait, ce qui lui permet de gagner son match à WrestleMania face à Lesnar, c'est le fait que Lesnar se bat. Que se barre du jour au lendemain, on en a parlé dans l'émission précédente. Parce que je suis même pas sûr qu'on aurait une rivalité Goldberg-Lesnar si Lesnar partait pas. Bah, si, on l'aurait eu, mais pour le titre de champion du monde. Ah, mais je on pense. l'aurait eu pour le titre WWE. Ah, moi, je pense que Goldberg, il se serait fait enterrer par, Mais c'est ça. C'est par ça. Batista Non, à la. Voilà, non, mais non, c'est- non, non, ce qui était prévu, c'est que après que Triple H récupère le titre, le Goldberg aurait dû passer à SmackDown, limite. Ah, ouais, d'accord. Voilà, de ce que j'avais lu, c'est ça, c'est que en fait les deux se séparaient, et en fait Goldberg il aurait fait un peu la terreur à SmackDown pour monter face à Lesnar. Parce que comme j'ai dit, Eddie Guerrero devient champion parce que Lesnar part. Oui, parce qu'il y a personne. Enfin, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Voilà, et qu'il fallait mettre le mec le plus over, on n'a pas trop le choix. Donc la rivalité face à Lesnar au Royal Rumble, Lesnar fait perdre Perdre le Goldberg, Rumble à Goldberg, parce que Goldberg il l'a un peu critiqué ou il me semble où ils sont, oui, un, petit peu, il a insulté. ils sont un petit peu chauffés à la Du coup, alors je crois que au quand micro Goldberg perd le backstage. titre, il me semble que Lesnar se fout de sa gueule ou un truc comme ça. c'est ça. Et que du coup lui, il est au premier rang d'un pay-per-view de SmackDown Bah, où c'est il, le way out voilà, où il fait perdre le titre à Lesnar. pour faire gagner Guerrero Et du coup, Guerrero part vers autre chose et Lesnar face à Captain Goldberg. Gueule, et du coup les deux doivent s'affronter à Mania, WrestleMania. sauf que le WrestleMania 20, il y a un truc en contexte qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a Madison Square Garden. qui est la maison à l'époque encore de la WWE. Et que c'est avant Chicago maintenant et Orlando maintenant aussi, c'était la ville Smart. C'était le show des Smart. Vraiment à New York, vu que c'est la maison WWF, là, il y avait que des gros fans. Donc du coup, tout le monde était au courant que les deux se barraient. Mhm. Donc Et les gens n'ont pas eu envie. ont décidé de chier Sur le match. chier sur les deux. Donc du coup, avant le match, ils s'y attendaient. Pour une fois, ils n'ont pas fait l'erreur comme avec Rock Hogan.
Là, ils savaient que le match allait. C'est pour ça qu'ils ont mis Austin. C'est pour ça qu'ils ont mis Austin, parce qu'il fallait mettre quelqu'un de plus over. Donc du coup, on demande à Austin, tu vas arbitrer les deux. Et puis surtout que Austin Goldberg, quand Austin est à Raw, il est toujours avec lui. Oui, c'est ça. Ils sont entre guillemets potes, quoi. Ouais, il l'a toujours soutenu quand même. Quand il y avait voilà, il y avait toujours un respect mutuel. Pareil, comme on dit dans une vie smart, les gens savent que le départ d'Austin quand Austin refuse le programme contre Brock Lesnar, les gens le savent aussi, ça. Et donc du coup, ça met de l'animosité sans taffer, parce que les gens se font des films. Alors le match, en fait, in-ringment parlant, il est moins mauvais que ce que les gens disent. C'est quoi, c'est 1,5, 2? Ouais, 2. Et en fait, c'est juste que les deux de toute façon, ils ont pas envie de travailler. Donc du coup, ils font rien de fou, parce qu'ils savent, les deux se cassent, ils s'en foutent. Et Goldberg, lui, il s'en bat le nœud. Vraiment, lui, il fait le job. C'est pour ça, en fait. Vraiment, dans le match, c'est Goldberg qui fait le job. Je sais que Lesnar, il est marqué par... Parce que Lesnar, la réaction du public le démolit. Ouais, il s'attend pas à ça. Il s'attend pas à ce point, tu vois. Parce que lui, il part pour lui. Donc, dans sa tête à lui, ils se disent, ouais, les gens vont être contents pour moi parce que je vais faire autre chose. Et en fait, non. Les gens lui chient dessus. Et même, il se barre en faisant un double fuck au public, quoi. Ouais. Voilà. Il n'est pas professionnel du tout pour remplacer dans ce match. Moi, j'avais entendu dire aussi que Goldberg, ils avaient choisi de le faire gagner déjà parce que ils veulent vraiment casser la WWE veut casser les couilles jusqu'au bout à Lesnar. Oui, parce que là, vraiment, je pense qu'ils avaient vraiment envie de le buter, quoi. Voilà, et vraiment parce que pour que Goldberg gagne son dernier match en partant, prouve vraiment que Lesnar, ils en pouvaient, ils étaient vénères, quoi. Et moi, j'avais entendu dire que Goldberg, il avait aussi dit qu'il n'était pas contre revenir une fois, un peu plus tard ou machin, donc que ça aurait joué sur le fait. Oui, en fait, Goldberg, malgré tout ça, je confirme ce que tu as lu, c'est qu'en fait, il n'est pas parti en mauvais termes non plus. C'est vraiment, il a laissé une porte ouverte, mine de rien. Il a dit juste, j'ai pas aimé ce qui s'est passé, mais par contre, vous êtes une entreprise respectable. Vraiment, il a été très politicien. Là, c'est Goldberg, quoi. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais est-ce que c'est son run, parce qu'on le critique, il a pris de la hit monumentale. Et là, on vient de faire le run, alors un petit peu décousu, puis on s'est un petit peu énervé quand même, parce que ça me touche. Oui, ça tient à cœur. Mais son run, il est nul, mais pas à cause de lui. Non, c'est vraiment pas à cause de... Non, mais tout le run, ce mauvais run de 2003, il a aucune implication sur le fait que c'est un mauvais run. Lui, il a fait le taf qu'on lui a demandé. Point. C'est le booking. C'est le booking et Triple H. Quand il venait à Raw, les gens étaient contents. Quand il faisait... Vraiment, on voit, il est quand même intense et tout. Quand il affronte Nick Carter, quand il affronte Jericho et tout, il se sort les doigts. Quand il affronte Triple H, il essaie de faire ce qu'il peut. Mais quand on a quelqu'un en face qui veut pas, tu peux pas faire un bon match tout seul. Moi, je trouve ça tellement dommage que la WWE a eu la chance d'avoir dans son roster au moment où elle perd Austin en tant que catcheur à plat temps, où elle perd The Rock en tant que catcheur à plat temps qui part faire du cinéma. Elle récupère l'une des plus grosses stars, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il fait partie du top 10 des plus grosses stars américaines en termes de star power. Et parce que on a gagné les Monday Night Wars, parce que Triple H, avec dans l'oreille Ric Flair et puis avec Beau Papa Vince, il a enterré encore ce mec-là pour le plaisir d'enterrer ce mec-là. Et encore une fois, c'est bizarre quand on connaît McMahon où le dollar est plus important que tout. Là, c'est s'asseoir sur des dollars. Des millions de dollars. Ouais, vraiment. Son run, tu vois, c'est pour ça que je suis content qu'on en parle aujourd'hui. Parce que il est tellement explosé, on en parle tellement, on dit que c'était de la merde, qu'il avait pas envie, mais quand tu fais la synthèse, non. C'est pas lui. C'est pas que lui. Il montrait qu'il avait envie. Il y a juste, forcément, vers la fin, quand il a rivalité contre Lesnar, on sent que le mec en a ras le cul. Ah oui, mais là, je pense qu'il en avait plein le fion. Mais c'est normal, vu ce qu'il a bouffé, les amis, quand vous vous faites défoncer, quand vous en prenez plein le cul, même au travail, ou ce que vous voulez, mais vous êtes pas motivé, quoi. Quand tu sais que tu démissionnes et que tu te casses d'un boulot, tu vas pas te crever le cul jusqu'au bout du boulot. La motivation, tu l'as plus. On est humain, tu vois. Même si on gagne autant d'argent, il faut se rendre compte que voilà, c'est humain, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit mot rapide sur la suite? Alors, on en entend plus parler pendant quasiment 12 ans de Goldberg. De temps en temps, ah tiens, il va peut-être revenir. Il a fait quelques apparitions où il a mis un spear. Mais pas la WWE. Hein. Non. Mais je sais que pendant des matchs de sport ou des trucs comme ça, de temps en temps, il va mettre un spear. De temps en temps, il va faire un petit coucou à la fin. Mainstream, pas. Donc comme je dis, il fait mi-temps ou mi-tard.
Oui. qui est un film, ça je vous le conseille les amis, Il est vraiment cool. où il y a Stone Cold Steve Austin, il y a Kevin Nash, il y a Bob Sapp, il y a Goldberg, Il y a Great Khali. il y a le Great Khali, il y a plein de mecs. Alors le film est marrant, c'est pas un grand film, c'est sympathique, ça se passe dans une prison. C'est vraiment une comédie américaine. Avec Adam Sandler, classique, voilà, avec c'est Adam rigolo. Sandler. Alors c'est sûr que c'est pas on est d'accord, c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, il mérite pas un Oscar. Mais si vous avez envie de voir les films avec les catcheurs, moi je considère que c'est l'un des meilleurs films avec des catcheurs. Je suis d'accord, ouais. Parce que ça se laisse regarder, c'est divertissant. À part de ceux qui ont une vraie carrière dans Hollywood. Oui, ça, oui, on vote pas Batista, on vote pas The Rock, Non, non, bah, on vote pas surtout- Cena. non, ça je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est pas, moi je parle vraiment des films avec des catcheurs qui sont catcheurs ou qui étaient vraiment à la fin de leur, voilà. Non, c'est sympathique, ça, vous pouvez le regarder sans problème. Donc, il revient teasé par un jeu vidéo, Oui, Touquet. Touquet, encore une fois, qui avait fait pareil avec Sting. Il réapparaît avec, parce que, déjà, pour reprendre la rivalité avec Brock Lesnar, avec Polyman qui est magique au micro, Ah oui, c'est Polyman qui fait toutes les promos. parce que Brock Lesnar est pas là. Goldberg revient. On est avant les Survivor Series, je Mhm. crois. Ce Raw, c'est là à l'époque où on est vraiment dans le marasme WWE, où vraiment il y a les futurs stars qui sont pas encore établis, le Shield. Alors, Il commence. Cena, les gens commencent à avoir ras le cul. Orton, j'en parle même pas. moi, je suis pas. Il y a 2-3 trucs divertissants. Il y a Jericho et Kevin Owens à l'époque qui sont divertissants. Mais c'est vraiment à l'époque où les ratings sont pas bons et que la majorité des weeklies, c'est regardable. Alors, moi, je suis pas ouvert au débat. Ça, je te le dis tout de suite. Ouais. La promo de Goldberg, quand il fait son retour 12 ans après, c'est la meilleure promo de l'année. Point. De cette année-là, oui, elle est exceptionnelle. Alors, il faut se dire que Goldberg, malheureusement, ça lui est arrivé très tard. Mais là, il a eu l'amour du business. Parce Oui, que pour la vraiment, ça se première, voit. il a pleuré sur le ring quand il a vu Et c'est pas de l'acting, hein. le retour des gens. Oui, c'est ça. Il a pleuré parce que les gens ont eu envie de revoir Goldberg et de l'applaudir. Et en plus, il est en rivalité avec Brock Lesnar, qui n'est pas champion. Oui. c'est ça. Donc là, tu as une rivalité entre deux monstres. Et c'est une rivalité compétitive. Et à l'époque, c'est ce qu'on reprochait au booking, c'est que la compétition passait au second plan où les mecs se battaient. Il y a des gens qui ont fait cet exemple-là où Seth Rollins, c'est l'ex de Triple H qui dit que je suis dégoûté d'être l'ex de Triple H Moi- et que maintenant tu préfères ta nouvelle femme Kevin Owens. Moi, je considère que le retour face à Lesnar, il a été booké comme il fallait. Déjà, le match qui dure. Et c'est ce que j'allais Une dire, minute. c'est incroyable qu'il a pas compris ça en 2003 et Voilà. que là en Survivor Series, moi j'appréhendais beaucoup ce match à l'époque parce que j'étais quand même content de voir Goldberg. La promo je trouvais génial. Brock Lesnar à l'époque je le trouvais magique. Ils ont remis sa musique, Ils ont remis la la bonne musique de la WCW. et je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont faire comme match. Est-ce que ça va être un match à finish parce que Lesnar commençait déjà à en faire. Et puis Goldberg, de toute façon, il avait déjà, si aujourd'hui il a 57 ans, donc il est déjà pas loin des 50. Hein. Oui, c'est ça. On connaissait pas son état physique à l'époque, tout ça. Et là, d'un coup, ils me font un match WCW. Ils me font et sur Brock Lesnar, en plus, ça squash de Brock Lesnar. J'ai trouvé ça fou. Vraiment, c'était la meilleure décision de booking à faire à ce moment-là. Il fallait que ça s'arrête là. Moi, alors, moi que Goldberg rende le job à Lesnar, c'était normal. Mania, C'était bien. c'est ça normal. Mais- Par contre, il y a un point noir. Le titre? C'est qu'on sacrifie Kevin Owens, qui normalement, on aurait dû avoir Jericho Owens pour le titre universel. Avec la liste de Jericho. Avec la liste et ce magnifique segment du Friendship of l'amitié, là, tout ça, et que Kevin Owens défonce Jericho, et en fait, les deux se retrouvent relégués au titre des États-Unis. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, le run de 2016 est génial. Et après, Goldberg, ça redevient une attraction. Mm. Donc, quand la WWE a des petits soucis de rating, ou qu'elle pense qu'un show a besoin de Goldberg, elle le fait venir. Et on se retrouve avec des Mais rivalités. ça, c'est une bonne décision. Le problème, c'est que ça a été très mal utilisé. C'est ce que j'allais dire, c'est que le problème, c'est qu'elle le fait revenir pour être en main event Et prendre le titre. et prendre le titre. Et ce qui lui remet de la hit dans la tronche, c'est de reprendre le titre, par exemple, à Find. Au The Find, là, c'est il catastrophique. fallait pas. C'est ce match en Arabie Saoudite. Normalement, derrière, il est obligé normalement, c'était pour que Reigns surprenne le titre, sauf qu'on est on a la période du Covid. Et donc, du coup, on fait Braun Strowman contre Goldberg, ce qui a aucun sens. Donc, il se couche pour Braun Strowman, hein, il faut pas l'oublier. Le problème qu'il y a, c'est que je pense que non, ça c'est super. Mais ce que la Oui, mais c'est WWE, mal fait. non, mais que la WWE a oublié, c'est qu'elle pensait que, alors attends, j'essaie de trouver mes mots parce que je veux dire quelque chose d'intelligent, c'est pas toujours facile pour moi. C'est que la WWE, là, elle l'a booké comme elle aurait dû le booker en 2003.
en lui faisant gagner les titres et tout. Mais là, les gens n'avaient plus envie de le voir gagner le titre. Ben non, parce Ils que voulaient c'était le un failli. voir, voilà, ils Les voulaient gens, le voir. les gens étaient déjà, ils commençaient à être saoulés déjà de Brock Lesnar Et qui puis, était pas là tout et le temps. surtout que les gens, aujourd'hui, ils ont un regard différent sur le catch. Ils ont envie de voir des matchs compétitifs, des matchs sympas. Je parle en main event, hein. Oui, oui. Et que Goldberg, il fallait le faire venir, casser une bonne tête. Les gens, ils auraient été super contents Comme- et de le voir repartir. Comme tu le dis souvent, l'une de ses meilleures utilisations, Moi, c'est la c'est meilleure, face à Dolph Ziggler. si, pour moi, la meilleure utilisation, alors, je me dis, retour 2016 face à Brock Lesnar, au Ok, top. ouais. Et le match face à Dolph Ziggler, eh ben, c'est ce qu'il fallait. Le mec, il est dans une Feel rivalité. good moment. Feel good moment. Il est au il est au milieu de la carte. En plus, la rivalité, il y a The Miz et il y a Shawn Michaels dedans. Ouais, Donc les gens, ils sont contents. c'est ça. Et là, Goldberg, il vient, il met un spear à Dolph Ziggler. Alors, ça fait chier parce que c'est Dolph Ziggler, mais t'aurais pu faire ça sur un Ouais, mais sur quelqu'un d'autre. Sauf que Dolph Ziggler à l'époque, il était boulet. Oui, oui, là, il était non, mais là, je veux dire, Non, mais il pouvait perdre ça. il pourrait prendre ça sans problème. Il restait crédible. Le public le rappelle pour qu'il remette un spear. C'est ça. Il aurait fallu que il s'approche le moins possible du titre. Du title shot. Laisser et le mettre en attraction. Et aussi, ils ont sous-estimé la capacité physique du bonhomme. Oui, oui. Parce qu'il y a aussi cette catastrophe absolue Face au Taker. face au Taker, à Super Showdown, où on est passé à rien d'un drame, où les deux, parce que il n'y a pas que Goldberg, parce que Voilà, Goldberg, j'allais dire. parce que Goldberg prend la haine, mais le Taker, il n'est déjà plus debout aussi. Donc, Oui, 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 non, mais donc les deux. Les deux tentent de faire quelque chose, alors qu'ils en sont plus capables. C'est quoi? C'est l'année où le Taker, son dernier match à WrestleMania, c'est le cinématographique match? Non, ça, on est encore avant. C'est juste avant? Là, c'est, il est dans la période où il a perdu contre Reigns. Ouais. La deuxième fois. Enfin, la deuxième défaite à WrestleMania Voilà, qui aurait c'est jamais ça. dû, Voilà, c'est ça. Non, mais ça, tu vois, c'est ce qui est le problème de ces années-là, de la WWE, et puis peut-être qu'un jour on en parlera plus Ouais. tard dans nos Mais, émissions. et après, derrière, par contre, je trouve qu'ils ont fait des décisions correctes. Donc, durant l'ère du Thunderdome, où on le met en main event, donc du coup, tout le monde est saoulé, tout le monde chie dessus, mais qu'au final, Drew McIntyre le bat, donc c'est C'est cool. parfait. Et j'ai, mine de rien, même si les promos étaient un peu bizarres, Ah, attention. les gens ont fait des trolls, Oui, oui. la rivalité contre Bobby Lashley était pas si mauvaise. Non, c'était, Et puis, le match en Arabie Saoudite était pas très cool. dégueulasse. Était très cool. le problème, c'est qu'il y a toujours cette même chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu dis que le match de Goldberg est pas dégueulasse, les gens te diront toujours non, c'est pas vrai, c'est pas catché, c'est pas machin. Alors qu'on lui a peut-être jamais non plus donné l'occasion de catcher, Oui, c'est ça. précédemment. Et encore une C'est ce qu'on fois, a dit avant. je vais un peu vous mindfuck, c'est le catch n'est pas une vérité exacte. Il y a plusieurs types de catch. Enfin, avec des yeux de maintenant, vous allez dire que Hogan, c'est pas du catch. Sauf que si, Ouais. c'était le catch. Et ben, c'est pareil pour Goldberg, c'est une manière de catch. Le truc, c'est que en 2003, on a fait un peu trop un hybride, on l'a pas booké comme on devrait. Goldberg, il fallait le booker comme dans les débuts de la WCW. Fallait qu'il C'est démonte tout le monde. C'est que le gars, il était là pour casser des têtes, faire des matchs très courts. Il a eu 2-3 matchs longs où il est pas mauvais, comme on dit, face à DDP, face à Jericho, où ce sont des bons matchs. Là, contre Bobby Lashley, alors que le gars est vieux, cassé de partout, le match est cool. Il est divertissant, il est correct. divertissant, il est Les cool. deux jouent le jeu. C'est juste, c'est ça, c'est juste qu'il faut savoir booker certaines personnes par rapport ou à leurs limitations, ou par rapport à leur personnage aussi. Et au choix du public. Et au choix du public. Et pour moi, le faire perdre face au Fiend, c'est la plus grosse. Le faire gagner face au Fiend, c'est une des erreurs monumentales de la WWE. Ah oui. Et Parce encore que une fois, on en reparlera. Le Fiend aussi, c'était très compliqué à booker. Oui, oui. Et de faire un truc comme ça, c'est vraiment casser le... C'est-à-dire que tu fais, si tu me permets, tu fais perdre un catcheur populaire par un autre catcheur populaire, et en fait, tu pètes la popularité des deux. Oui, ben surtout qu'en plus, un est part-timer et un est vieux. Voilà. Donc du coup, en fait, au lieu de continuer de le laisser avoir de la popularité par quelqu'un, tu le fais détester les gens. Donc c'est une décision stupide. Ça, c'était. Alors, du coup, là, je sais que on parle que Goldberg il va faire son dernier match en 2025. Oui, il C'est a dit plus qu'on ou peut moins le- documenté qu'il voulait dire au revoir. Est-ce que ce sera contre Gunther? À Alors, voir. j'espère de tout mon cœur que s'il doit lutter, il faut que ce soit sans titre. Sans titre. Il faut pas qu'il soit dans la rivalité pour le titre. Il faut qu'il soit dans un match, qu'il fasse plaisir aux gens, même qu'il gagne. Après, j'ai envie de te dire, peut-être que dans le titre, pour qu'il perde, si c'est Alors, contre Gunther et que Gunther est champion et si qu'il c'est, perd... oui, mais dans ce cas, Gunther à WrestleMania, je veux pas envie de le voir contre Goldberg. Ah non, pas Mania. Ah Le non. problème, c'est que la WWE, si elle fait le dernier match de Goldberg, ça va pas être dans un show de merde, ça va être à WrestleMania. Ou à SummerSlam. Voilà. Donc j'ai pas envie, moi j'ai envie de Gunther, j'apprécie Gunther, j'ai envie de le voir catcher contre un mec compétitif. J'ai pas envie de le voir catcher contre Goldberg. Après, désolé, enfin, un tout petit peu d'actu.
En vrai, le seul truc que j'accepterais d'un part-timer et d'un mec qui risque de prendre sa retraite qui a fond Gunther, ce serait, pour moi, il y aurait que John Cena où j'accepterais. Ouais, voilà, ça Voilà. oui, parce que mais Goldberg même si j'y crois pas. que Goldberg il vienne, qu'il fasse un dernier match contre un je sais pas qui, un mec peut-être qu'il a déjà je sais pas, qu'il avait un peu croisé dans le roster à l'époque, qui est toujours là, voilà, qu'il le batte. Merci. Au revoir, mais reste loin du titre parce que c'est ce qui t'a desservi dans ta deuxième vie WWE, Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis d'accord. Alors Messiah, je te remercie. On a encore fait une émission assez longue. Mais je pense qu'elle est très qualitative. Ouais, je pense aussi, même si je trouve qu'on est un petit peu parti, on a laissé le cœur parler sur la période WWE. Mais c'est bien, parce que le début d'émission, on était très factuel. Et que là, en fait, justement, c'était ton émission et que ça te tenait à cœur à montrer que la plupart de la haine que Goldberg a reçue, bah, ce n'est pas de sa faute. Pas que de sa faute. Il a des raisons, il a une part de responsabilité. Pour le run de 2003, en tout cas, il n'en est pas responsable. Ça met, voilà. Et je suis content qu'on ait un petit peu réhabilité ça. Oui. Et qu'en plus, on est dans un thème. Oui, c'est clairement le thème. Et ça veut dire qu'on gagnera du temps un peu sur l'émission de Triple H. Oui, parce que la rivalité avec Goldberg, on la fera rapidement. Et puis moi, ce que je suis pressé de voir avec Triple H, c'est toutes les anecdotes que tu vas pouvoir nous sortir. J'en ai plein ma musette. Ça, je suis pressé. Et puis Triple H, aujourd'hui, la chaîne est encore petite, mais elle grandit. Et de plus en plus de gens, s'abonnent, nous suivent. Et j'ai envie justement qu'on leur propose pour cette fin de saison vraiment quelque chose qu'on leur promet depuis la première émission, où Triple H, on va faire une émission où vraiment, si aujourd'hui ça doit faire 6 heures, ça fera 6 heures. On va taffer dur. Ah ouais, j'y compte bien. Mais ça y est, je te remercie. Je te remercie à toi aussi, Thomas. Les gens, comme on est au début d'année, je vous souhaite une très bonne année. Et de bonnes fêtes. Voilà. Et je suis pressé de vous retrouver pour le prochain numéro, où je pense que ce sera Kane, même si c'est pas encore sûr à 100%, on verra bien. On verra si on a si notre abonné fidèle nous donne un thème d'émission qu'il souhaite, on la calera peut-être avant Kane. Bien sûr. On avait dit 10 émissions pour la première saison. Si on est à 11, c'est pas dramatique et moi je suis très content. Petite référence, si c'est eux qui l'ont, je ne dirai pas le nom, mais parce qu'on aime toujours aller plus haut. Ouais, c'est ça. Et surtout, je te remercie parce que moi, avec ces émissions avec toi, c'est toujours un plaisir. Je les attends même quand on les tourne au fur et à mesure de la semaine. Pareil, Et je me dis qu'en plus, il y a de plus en plus de gens qui nous regardent et qui nous écoutent et qui nous suivent. Donc il faut qu'on continue comme ça et qu'on leur propose quelque chose de qualité. Et abonnez-vous. Surtout. Messiah, à bientôt. Salut!